Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. We've met before, haven't we? Lorsque le choix de nous retrouver une nouvelle fois autour du cinéma français fut décidé, il nous était difficile d'échapper à ce qui fut le mouvement le plus reconnu de ce dernier, la Nouvelle Vague. Mais il était également compliqué de réussir à se détourner des multiples regards et commentaires qui l'accompagnent et d'y trouver notre originalité. Alors, notre passion commune pour la musique, le jazz et surtout celle que j'éprouve pour les compositions de Michel Legrand nous ont naturellement orientés vers le moins parisien mais le plus coloré de tous, Jacques Demy. Je ne vous apprends sûrement rien, mais parler de Demy, c'est comprendre comment le cinéma français s'est réapproprié un des genres cinématographiques les plus états-uniens compatibles, la comédie musicale, jusqu'à l'amener à Cannes et d'y gagner une palme d'or. Mais pour Demy et Legrand, faire du cinéma dans les années 60, c'est sortir des studios comme leurs camarades certes, mais aussi de Paris pour y filmer Lola à Nantes, Les Parapluies à Cherbourg et Les Demoiselles à Rochefort. Si les cinéastes de la Nouvelle Vague ont largement réinventé le langage et la narration comme ceux du réalisme poétique en leur temps, nos deux protagonistes, sujets de ce podcast, ont créé leur propre diction et modernisé le genre emprunté. Bref, trêve de bavardage. Car le rythme et le jazz semblent déjà emporter mon déhanché et l'excitation de vous parler de ce cinéma si original est totale. Comment êtes-vous? Comment vous définissez-vous vous-même? Un Ça, garçon gentil. je me connais bien, je n'aime pas parler de moi, j'aime mieux m'ignorer parce que ça ne m'intéresse pas. Je peux vous dire ce que j'aime, je suis un espèce de monstre marin, si vous voulez. Je suis bien au bord de la mer. Et comme la mer, je sais pas, on a des couleurs changeantes comme ça. Peut-être je suis un petit peu comme ça, gris et bleu. C'est sinistre. Et puis ça a traîné partout. Les marins, les filles et les bateaux. Il y en a marre. On voit très bien où vous voulez en venir. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Est-ce que c'est possible d'écrire une vraie partition en se soumettant aux servitudes du cinéma? Oui, je crois. C'est très difficile, mais je crois que c'est possible. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Vous partez? Oui, j'avais 2 jours de permission à récupérer. Je vais à Nantes, voir ma famille. Je vais en permanente. En permanente, parce que vous êtes trop... C'est moi Lola. Donne-moi la force de t'attendre. J'ai tant besoin de toi. Je me suis rendu compte que j'ai toujours tourné le dos à la réalité. Elle ne m'intéresse pas. Si je tombe dessus, par exemple, je m'arrange pour passer à côté. Je dis oh pardon, excusez-moi, et je la contourne. Je fuis cette réalité, je l'aime en même temps. Je voudrais simplement qu'elle soit un peu plus belle. Et bonsoir, bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver, j'accueille Maxime à cette table, on retrouve ce format à deux.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rétrospective. Et oui, consacré, donc vous l'avez entendu, à Jacques Demy, Michel Legrand et tout autre compositeur ayant travaillé avec Jacques Demy. Donc peut-être un des plus grands réalisateurs français des 50 dernières années. De l'histoire du cinéma, de tout l'histoire du simplement. cinéma français, ouais, même de l'histoire du cinéma. Voilà, je suis très très heureux de vous en parler. C'est un peu moi qui ai forcé pour faire cette rétrospective. T'as pas forcé, j'ai accepté très facilement. Ne mens pas aux gens. Non mais voilà, bon, vous l'avez entendu, moi j'aime beaucoup notamment le travail de Michel Legrand en général, celui de Jacques Demy tout autant. Et voilà, on voulait vous parler de... C'était une occasion aussi de retrouver un peu le cinéma français après l'avoir laissé pendant... Allez, un an. Ça fait un an qu'on a fait nos amis Carnet Prévert. C'était en fin d'année 2000... ça passe. 24, oui, 24, il me semble. ça doit Donc, être ça ça, fait un peu plus d'un an même. Donc voilà, on était très heureux de retrouver donc du coup ce cinéma qui est important pour nous étant donné qu'on est français. Et donc quelle meilleure manière de le faire en parlant de comédie musicale, un genre qu'on n'avait pas encore abordé de nous-mêmes. Et donc là, c'était un peu l'occasion de revenir sur ce genre, de parler. On va peut-être faire des extrapolations vers le cinéma américain également, un peu évidemment. Quand on évoquera les Demoiselles de Rochefort, je pense que ça sera dur. Je pense de parler cinéma américain. Voilà, parce que il y a vraiment Gene Kelly dans le film, donc ça va être un peu difficile de ne pas parler de comédie musicale américaine. Mais bon, voilà. Donc là, on avait prévu donc sur ce premier épisode de vous faire donc de vous parler de Michel Legrand et de Jacques Demy, et aussi de vous parler donc du film Lola, le premier long métrage de Jacques Demy, parce qu'il a fait, toi t'en parleras Maxime dans sa biographie, je pense, mais des courts métrages auparavant. Mais Lola étant son premier film, voilà, on va donc le diviser en deux parties et donc parler de leur biographie, et ensuite vous en avez l'habitude maintenant de leur premier film, voilà, sur un épisode qui sera peut-être un peu plus court que d'habitude. Ouais, je pense qu'on va essayer de... On va pas annoncer de façon de temps, parce qu'à chaque fois, non, on passe on pour va pas des s'y gros risquer. rigolos. Mais oui, effectivement, normalement, ça sera un petit peu plus court. Donc, Tout à fait. Voilà, et c'est aussi comme le l'occasion... premier épisode de Paul Thomas Anderson, d'ailleurs, Oui, ça c'est va être ça. un peu plus court. Et c'est une transition superbe pour vous remercier donc des écoutes sur Paul Thomas Anderson, et également des 2 séances spéciales que l'on a sorties, notamment celle sur Miyazaki. Vous avez été beaucoup à nous écouter le premier jour. N'hésitez pas à aller écouter une nouvelle fois ceux qui ne l'ont pas encore fait, où on fait ce nouveau format où on vous parle pendant 1 heure d'un film qui nous a marqué, avec des invités autour de la table. C'est l'occasion d'inviter des gens et de les faire participer, de leur parler de leur passion pour un film. On peut peut-être annoncer ce qui seront les prochaines séances spéciales, Maxime. De toute façon, à l'heure où vous nous écoutez, il y a forcément Julien 12 chapitres, oui, qui est sorti qui est il y a pas longtemps. sorti. Et puis, écoutez, sur le prochain... C'est Dave Shot the Piano Player, il me semble. Alors oui, il y a celui-là, il y a aussi The Mastermind et qui sortira, qu'on a enregistré, mais qui n'est pas encore sorti. Qui n'est pas encore sorti, mais qu'on vous partagera incessamment sous peu. En juin, ouais. C'est ça, il est sorti du mixage hier, donc voilà, il est prêt. Il est prêt, mais on ne vous postera pas tout de suite. Et donc du coup, et vous l'avez peut-être entendu aussi sur notre annonce, on part à Cannes, tu pars à Cannes, Maxime, donc vous aurez 4 hors-séries. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait 4 hors-séries consacrées à Cannes. Et aussi de vous préciser qu'on a une page Tipeee. Voilà, si vous souhaitez nous soutenir, c'est un moyen de nous soutenir financièrement, notamment pour partir dans des festivals, vu qu'on est totalement amateur et qu'on n'a pas d'accred, on va dire, professionnel et médiatique. Donc voilà, ça nous permet de suivre un peu le rythme de ce point de vue-là. Et concernant les hors-séries, on ne peut pas l'annoncer pour l'instant officiellement, mais c'est prévu que d'ici la fin d'année, on aille à un autre gros événement. Oui. On vous en reparlera, je pense, durant l'été. Et ben voilà, c'est toutes les actus des cinéphages. Il y a pas mal d'actu. Voilà, il fallait faire un petit point, et voilà. Donc on espère qu'en tout cas que vous appréciez un peu l'évolution qu'on essaye de donner à ce podcast, et de diversifier un peu les différentes émissions qu'on peut faire. Et puis nous, ça nous amuse beaucoup aussi de pouvoir partir et de faire d'autres types d'émissions en invitant des amis, ou peut-être pas forcément que des amis, on verra. En tout cas, peut-être recentrer sur la rétrospective, oui. Et dire qu'elle sera divisée en 6 épisodes. 6 épisodes. Et écoute, je pense qu'on peut tout de suite amorcer. Bien sûr, on voulait commencer en vous parlant donc du compositeur fétiche de Jacques Demy, et donc de vous présenter un peu son début de carrière jusqu'à, on va dire, Lola. Et son double musical, quelque part. Son double musical, en effet, un de ses plus proches amis. On vous en parle tout de suite. Quand je suis sorti du conservatoire, je pouvais tout faire. Je me dis, je me dirige où?
pianiste classique, oh, c'est trop dur. Il faut travailler. Son piano 12 heures par jour. Oh. Pianiste de jazz. Ah oui, ça j'aimerais. Écrire de la musique pour le cinéma. Magnifique. Pour le concert. Ah oui. Je voudrais diriger cet orchestre. Chanter. Oui, chanter tout. Puis moi, je m'aperçois que je voulais tout faire. Et je me trouve devant ce dilemme. Que vais-je faire? Ben, je dis voilà, je veux tout faire. Par période, par petit chapitre. Jusqu'à la fin de ma vie, je veux faire tout ça. Et je l'ai fait. Voilà, donc vous venez d'écouter Michel Legrand qui parle un peu de ses envies en sortant du conservatoire. Voilà, on va revenir un peu en arrière par rapport à cette période-là de sa vie. Juste pour vous préciser d'abord que Michel Legrand, il est parisien de base. Il est né à Ménilmontant en 1932. Et donc avec ses deux parents qui étaient déjà proches du milieu musical. On va dire que son père, Raymond Legrand, était un chef d'orchestre et compositeur de jazz. Donc on voit déjà la filiation un peu vis-à-vis de la future carrière de Michel Legrand. Il avait notamment travaillé avec et remplacé Ray Ventura dans la promotion du jazz en France. Parce que Ray Ventura, c'est un peu un des hommes qui a popularisé le jazz en France. Et il a remplacé notamment pendant la guerre, parce que Ray Ventura était un juif séfarade, donc vous vous doutez bien que c'était un peu compliqué pour lui pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Et donc ce fameux Ray Ventura, lui, il a été producteur de plusieurs films, dont Dieu créait la femme, notamment. De Roger Vadim. De Roger Vadim. D'accord. Donc c'était quelqu'un qui a eu quand même une carrière importante dans le show business en France, comme on peut dire. Et donc Raymond Legrand, c'est un élève de Gabriel Fauré, donc compositeur que vous connaissez au moins de nom, donc qui est quand même un des plus grands compositeurs français, qui était lui-même élève de Camille Saint-Saëns. Et donc voilà, donc on voit déjà que Michel Legrand ne sort pas de nulle part, et donc il va se servir, lui, Raymond Legrand, de cette formation pour écrire autour de l'harmonisation et de la musique. Et la mère de Michel Legrand, quant à elle, donc Marcel Der Michaelian, qui est du coup issue de la bourgeoisie arménienne, elle est la sœur du compositeur Jacques Elian, qui était aussi un des musiciens de Ray Ventura. Il y a un capital culturel assez conséquent. Il y a quand même une base culturelle et dans la musique qui est assez importante. Voilà, Michel Legrand ne sort pas de nulle part, on va dire, donc en tout cas dans ce milieu-là. Et donc Raymond Legrand, malgré tout, il va abandonner femme et enfant lorsque Michel Legrand n'avait que 3 ans, et donc il va aussi divorcer de sa mère. Il va cependant pas perdre le contact avec son père, on va en parler plus tard. Mais en attendant, donc, pendant ses études, donc, Michel Legrand il va étudier le piano, et notamment l'écriture au Conservatoire national de Paris entre 42 et 49. Donc il a plusieurs professeurs qui sont Henri Chaland, Nadia Boulanger et surtout Lucette Descaves, qui sont des gens qui sont assez rigides. On en parle notamment pas mal dans le documentaire qui lui est consacré, qui est sorti il y a 1 an ou 2, il me semble, 1 an et demi, je dirais, où on parle notamment de la rigidité de Lucette Descaves et voilà, dont il va garder aussi cette rigueur surtout. Alors moi je suis un peu néophyte, mais il me semble que j'avais entendu aussi que Nadia Boulanger était extrêmement importante dans son apprentissage. Oui, évidemment. Si vous ne connaissez pas Nadia Boulanger, elle a été elle-même, je crois, élève de Maurice Ravel, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Je ne l'ai pas noté, mais si tu le dis, je te crois. Et elle a eu notamment énormément d'élèves et de grands musiciens du XXe siècle, notamment, je crois que c'est Leonard Bernstein. Oui, bon, il y a aussi Philip Glass, il y a Quincy Jones, enfin il y a un des paquet sacrés de musiciens. Globalement, vous prenez Henri Chaland, Nadia Boulanger et Lucette Descaves, vous remontez dans ceux qui ont été, par qui ils ont été formés, ce ne sont que de grands musiciens, et les gens qu'ils ont formés derrière sont aussi des grands musiciens. Alors pas tous évidemment. C'était des sommités dans l'enseignement musical. Exactement. Donc encore une fois, Legrand, il a eu un enseignement très prestigieux. Très prestigieux. Et donc, il va hériter donc cette rigueur vis-à-vis de son apprentissage. Et donc, il va en hériter notamment dans sa manière de travailler avec les musiciens. Et oui, donc tu vois, après, j'avais noté en effet qu'il y a des liens avec Ernest Boulanger, Saint-Saëns. Mais voilà, pour vous montrer aussi que c'est un petit microcosme et que tout le monde, c'est beaucoup de grands compositeurs qui se connaissaient entre eux, et c'est normal. Encore plus dans ces années-là. Hein. Exactement. Où on va dire que là, c'était vraiment très corseté dans ces milieux-là.
Mais c'est en 47 donc il va commencer à aimer le jazz parce qu'il va participer à un concert de Dizzy Gillespie, qui est un trompettiste de jazz américain pour lequel il va travailler quelques années plus tard. Et donc il va commencer à écrire des compositions de musique de film, notamment sans être crédité aussi au générique, mais via son père. Du coup, il va garder contact avec son père et son père va réussir à le faire travailler sur quelques musiques de film pendant ses études. Et donc il va... Nepo Baby. Voilà, un peu, mais bon. On va dire que là, je l'excuse. Mais voilà, donc pour vous dire à quel point Legrand a été baigné dans la musique depuis son tout jeune âge, voilà, et le jazz surtout, et son amour pour le jazz qui était... Ce qui va contrebalancer totalement avec la vie de Jacques Demy, hein, on le verra tout à fait, un peu plus tard. C'est ça, exactement. Et donc c'est en 51, donc une nouvelle fois grâce à l'introduction donc de son père, que Michel Legrand il va commencer à composer pour l'orchestre donc de son père, hein, ce qu'il introduit dans l'univers de la chanson de variété notamment, parce qu'il va commencer une carrière d'arrangeur et d'accompagnateur au théâtre des Trois Baudets, donc de Jacques Canetti, dans les tournées et donc et pour la maison aussi de disques Philips. Donc voilà, encore une autre maison de disques assez importante. Et donc il va rencontrer et composer pour diverses stars. On parle donc d'Henri Salvador, de Catherine Sauvage et de Jacques Brel. Donc encore une fois des noms assez importants. Et donc son expérience et ses rencontres vont lui permettre de composer son premier album, donc I Love Paris, qui est considéré comme un vrai succès parce qu'il a eu quand même 8 millions de ventes. Et donc ça dénote déjà 8 millions de ventes à l'époque, c'est énorme, hein. Ça dénote déjà un peu dans l'univers aussi musical en France, parce qu'il va en fait il va travailler sur des relectures un peu jazzy de rengaines françaises, en fait, de petites de musiques qu'on chantait à l'époque, et donc il va les retravailler avec un style plutôt jazzy. Et donc de 54 à 57, il va avoir de nombreuses opportunités suite à cet album. Et il va notamment prendre la direction du spectacle musical de Zizi Jeanmaire, donc qui est une grande danseuse cabarettiste de l'époque. On lui a notamment rendu hommage pendant les JO 2024 avec le tableau de Lady Gaga. Et il va aussi participer. Enfin, donc c'est un festival musique. C'est un spectacle qui va être joué au Festival mondial de la jeunesse à Moscou. Et aussi, il va prendre la direction musicale du spectacle de Maurice Chevalier à l'Alhambra. Donc voilà, un bon CV avant de faire du un cinéma. bon CV, voilà. Et en 58, c'est là où c'est quand même la consécration, parce que donc il va beaucoup vendre aussi d'albums, et donc on va lui offrir l'opportunité de travailler sur un album qui s'appelle Le Grand Jazz, où il va diriger à New York Miles Davis, John Coltrane ou Bill Evans. Excusez du peu. Voilà, rien que ça. Et donc c'est ce qui va faire de lui l'un des premiers Européens à travailler avec les maîtres du jazz moderne. Donc voilà, c'est quand même un CV assez rempli. Au niveau du style, c'est quelqu'un qui donc va être beaucoup influencé aussi par le travail de son père, mine de rien, et l'univers en fait qui l'entourait. Donc je vous ai parlé du jazz déjà. Il y a aussi du coup la variété française et l'easy listening, qui est un style de musique où on va essayer de chercher l'efficacité, je dirais, la chanson qu'on va fredonner facilement. Enfin voilà, le chant facile entre guillemets à la France. Si on la dit ritournelle un peu. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est ces trois styles de musique qui vont l'inspirer et faire de lui un des plus grands compositeurs français avec un style aussi à la fois exigeant mais très populaire. C'est la force de Michel Legrand. Exactement, et c'est ce qui lui permet de dénoter un peu dans l'univers musical en France en tout cas, et qui est très efficace pour le cinéma, oui, notamment. Donc là, j'empiète un peu sur ton terrain, Maxime, mais toi, tu en parleras plus en détail, je pense, mais on va dire que donc Demy va faire appel à Legrand pour son premier long métrage. J'en parlerai pendant le contexte de production, mais il me semblait qu'il avait fait une bande originale pour un premier film avant, non? Exactement. Il va travailler notamment pour Cléo de 5 à 7 en 62 pour Agnès Varda. Ah non, mais je parlais avant Lola.
justement. Peut-être, je ne l'ai pas noté. Il me T'as semblait peut-être que j'avais vu raison. passer cette info-là, mais c'était quand même un inconnu dans, on va dire, la composition de film hein, avant Lola. Oui. Mais je pensais avoir entendu Demi parler de ça, mais après je me trompe peut-être. Bah, moi j'avais noté qu'il avait travaillé sur Une femme est une femme en 61, donc Cléo de 57 Oui, c'est en ça. 62, Vive sa vie en 62 Ouais. et Bande à part en Ça 64. peut-être on en reparlera Mais, pas après, mais c'est ouais. vrai que Lola arrive quand même au début de la nouvelle vague, Oui. on y reviendra tout à l'heure, et c'est vrai que ça a impulsé aussi la carrière de Michel Legrand, et ça lui a permis de composer justement des œuvres phares du Bien début sûr. des années 60 qui s'inscrivent dans la nouvelle vague, comme Cléo de 5 à 7 et Une femme mariée ou Une femme est une femme Une femme est une femme. qui en est 61. aussi d'ailleurs en fait une comédie musicale. Donc Bien quelque entendu, part, c'est vraiment son apport, quoi. C'est l'inspiration qui vient des États-Unis, mais qui va avoir une nouvelle réinterprétation, modernité via la nouvelle vague, en fait. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est pour vous situer un peu le personnage qu'il était avant de travailler avec Demy. Bon, il est très jeune hein, quand il commence à travailler avec Demy. Enfin, très Ils sont à jeune. peu près du même âge. Tu m'as dit Ouais. 32, c'est ça? Oui, Bah, lui, 31, Demy. Donc, oui, voilà, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Donc voilà, c'était bon, voilà, c'est une assez très beau, belle mais, biographie. Mais globalement, à noter, c'est quand même que ce mec a travaillé avec Miles Davis, John Coltrane et Bill Evans, c'est qu'il en a fait un album. Et ça, Non, c'est qu'il les a dirigés. il les a dirigés, oui. Mais il a C'est ça qui est c'est encore extraordinaire. pire, c'est encore mieux, oui. Donc voilà, c'est quelqu'un dans le paysage musical français, c'est quelqu'un d'extrêmement important, même dans la suite de sa carrière. Où là, on va vous parler du cinéma, des bandes annonces des bandes originales, pardon, de films avec Demy, mais Mais il y a l'à côté aussi, oui. il y a l'à côté, il a fait ses propres compositions, il a travaillé, il a fait des spectacles, il a dirigé quelques bandes originales aussi aux États-Unis. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a eu 3 Oscars, il me semble, pour des bandes originales, ce qui en fait le français le plus oscarisé, il me semble, en tout cas sur tout ce qui est bande originale. Il me semble que c'est même le français le plus oscarisé Oui, c'est tout sûr. court. Il y a peut-être Ouais. Alexandre Desplat qui traîne par là, Oui, mais peut-être, il en a mais gagné moins, je pense. il en a gagné moins et voilà, c'est jamais un je pense que jamais un réalisateur français ne gagnera 3 Oscars. Enfin, il faut jamais dire jamais, on le Un souhaite. compositeur. Non, même un réalisateur. Il faut se dire que c'est quand même la Oui. particularité en France, c'est qu'on a des compositeurs qui ont gagné plus d'Oscars que certains réalisateurs. C'est vrai, mais en tout c'est cas, ça qui est voilà, rigolo, quoi. c'est quelqu'un d'immense dans Oui, voilà. dans la culture musicale française, tout simplement. Exactement, Et puis c'est ça que je d'ailleurs, dans voulais la appuyer, culture surtout. musicale mondiale de la deuxième partie du XXe siècle, c'est quelqu'un de vraiment très important. Exactement. Eh bien, passons à Jacques Demy. Pour Jacques, l'enfance était un trésor et la sienne une source d'inspiration pour ses films. Allez, maintenant, hop, laisse-moi écrire. Allez hop, Maxence, laisse-moi parler. Donc oui, vous venez d'entendre un extrait de Jaco de Nantes, qui est le film d'hommage à Jacques Demy que Agnès Varda a réalisé à la fin de la vie de son mari, étant donné qu'ils ont les deux étaient mariés, si vous ne le saviez pas. Et donc, je conseille fortement ce film qui est vraiment magnifique, qui mélange, on va dire, image de fin de vie de Demy et en même temps reconstitution de son enfance et notamment de son amour naissant pour le cinéma, de l'occupation française et du bricolage de l'artisanat et de l'éveil vraiment à la cinéphilie. C'est vraiment un film magnifique. Vous pouvez le trouver notamment sur la Cinétech plutôt facilement. Pour revenir à Jacques Demy, donc il est né en 1931 en Loire-Atlantique, dans la petite commune de Pontchâteau, qui est à quelques kilomètres en fait de la ville de Nantes. Pontchâteau, oui. Il est issu d'une famille, contrairement à Michel Legrand, lui, une famille vraiment modeste, hein. Sa mère est coiffeuse et son père tient un garage. Ses deux parents, ils ont l'habitude notamment de beaucoup chanter dans son foyer, et donc ça crée très jeune chez le petit Jacques Demy un ancrage musical et un éveil vraiment pour la musicalité. Ses origines familiales et sociales et géographiques, c'est vraiment quelque chose de très important pour Jacques Demy, étant donné que son cinéma se réfère beaucoup à son enfance et vont se référer beaucoup à tout ce qui abrite son enfance, et notamment le fait qu'il soit un provincial dans un monde de Parisiens, dans le monde du cinéma parisien, c'est quelque chose de très important et je pense qu'on y reviendra. Oui, c'est même une matricielle dans son cinéma presque. Ah oui, c'est matriciel dans son cinéma, c'est ça. Donc il développe également très tôt une passion pour le théâtre de marionnettes, parce que c'était très répandu à l'époque.
La musique est tellement omniprésente au sein de la famille et de l'entourage, comme je disais avant, que vraiment la famille et les proches chantent quotidiennement. Donc ça, dans Jaco de Nantes, Varda le reconstitue et c'est très joli Ouais, d'ailleurs. on le voit très bien. Ouais. On le voit très bien. Ouais. Ah, t'as vu le film finalement? J'ai vu le début, j'ai pas fini, mais c'est un truc qui même était dans ces années-là. Moi, j'ai une grand-mère qui était, on va dire, qui est née en 30, en 29. Donc c'était des, enfin, elle est décédée, paix à son âme. Mais quand elle parlait en fait de ces années-là et notamment des années 40 à 60, elle, ce qu'elle déplorait, c'est que les gens chantaient beaucoup moins qu'avant, et c'était, on va dire que le chant et notamment le chant au travail était quelque chose d'assez commun à l'époque, et je Oui, pense bien que sûr. Jacques Et Demy même a au sein vécu du là-dedans. foyer, c'est ce que montre Varda. On a des chansons populaires de l'époque, mais qui sont des magnifiques chansons et qui sont très importantes dans la culture française. Le temps des cerises. On a la cucaracha, C'est vrai. on a Boom de Charles Trenet, que vous connaissez, je pense Oui, sûrement. Charles Trenet, qui est un des plus grands français de l'époque, Bien sûr, un des plus grands chanteurs français de l'époque. qui est le modèle de Charles Aznavour. Oui, Et bien sûr. Boom, si vous voyez pas tout de suite quelle chanson, si vous avez pas tout de suite la chanson en tête, rappelez-vous la séquence dans Skyfall, quand il arrive pour rencontrer le grand méchant joué par Javier Bardem dans cette espèce d'île totalement démolie. Et on a, je crois, Boom de Charles Trenet qui passe. Cette séquence est vraiment formidable d'ailleurs. Mais bon, bref, tout ça pour dire que la musique, quelque part, c'est pas juste quelque chose qui embaume, c'est pas une présence secondaire. C'est vraiment ça devient une langue familière pour Jacques Demy. Ça fait partie du tissu social. Il raconte, j'ai une petite citation: mes parents avaient un phono et quand ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, mon père, qui avait le garage, et ma mère qui était coiffeuse, il me laissait avec le phono et les disques. J'adorais ça. Et tout petit, bien avant de savoir lire, je connaissais tous les disques par cœur. En 1941, mon cousin passionné de musique m'a emmené avec lui place du Commerce, écouter dans un petit café un type qui jouait du saxophone. Je n'avais rien entendu de plus beau au monde. Donc voilà, par le saxophone, là, il y a tout de suite, je pense, un rapport aussi au jazz qui s'installe. En tout cas, un instrument qui appartient principalement au jazz. Donc, quelque part, la comédie musicale arrive pas par hasard plus tard chez Jacques Demy. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui remonte à l'enfance et a un goût probant pour la musicalité. Il a l'habitude, donc il va emménager donc à Nantes, même s'il est né à Pontchâteau, il va très vite avec ses parents arriver à Nantes. Le père de Jacques Demy va tenir un garage assez populaire d'ailleurs dans la ville. Et tous les samedis soirs, ses parents l'emmènent dans ce qui est devenu un peu une institution. Ça s'appelle le Catorsa. Donc le Catorsa étant le cinéma, le vieux cinéma de la ville de Nantes. C'est un lieu d'émerveillement pour lui, et il y découvre forcément, vu que c'est l'époque Blanche-Neige et les 7 nains, il va y voir, ça c'est très drôle, c'est le lien avec Marcel Carné, c'est les Visiteurs du soir. Ouais. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez parlé des début Visiteurs du de soir. l'occupation, si je dis pas de bêtises. 42, il me semble. 42, ouais, c'est ça. Et forcément, les Enfants du Paradis. Et d'ailleurs, il y a même un extrait dans Jaco de Nantes où il sort d'une séance des Enfants du Paradis et il dit c'est la plus belle chose que j'ai vue au monde, on pourra jamais faire mieux, quelque chose comme ça. Vous en avez parlé avec beaucoup d'émotion et de passion. C'est ça. Il y a 1 an et demi, justement. C'est un des plus beaux bijoux du cinéma français et la quintessence du réalisme poétique. On vous renvoie en tout cas à notre rétrospective sur Marcel Carné et Jacques Prévert, si jamais vous voulez en savoir plus. Et un petit peu plus tard, il va s'éveiller, donc toujours dans l'adolescence, mais plus post-Seconde Guerre mondiale, aux Dames du Bois de Boulogne et donc de... mince, j'oublie le nom, mon Dieu, ça va me revenir. De Robert Bresson, et La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Donc c'est un film très important aussi pour lui, qui va avoir une influence vraiment sur son œuvre, notamment sur Podane. On y reviendra. En tout cas, il s'achète lui-même un petit projecteur, donc au-delà de la passion en fait qu'il a pour le fait de voir des films, c'est quelqu'un en fait qui va créer ses propres films. Et à 13 ans, oui, on lui achète une première caméra dans la boutique du Passage Pommeray à Nantes. Passage Pommeray qui apparaîtra dans le film qu'on va vous analyser tout à l'heure, qui est un des lieux emblématiques aussi de la ville de Nantes. Et un lieu important dans le film Lola.
Durant l'occupation, il reçoit un début d'enseignement musical. Il a notamment appris à jouer du violon. Sa première vraie caméra, il l'achète en fait en 1944, juste avant la fin de la guerre. Et pendant la guerre, il va notamment réaliser un court-métrage qui s'appelle Le Pont de Mauves, où il va mettre en scène une attaque aérienne, étant donné qu'à Nantes, en fait, il y avait souvent beaucoup... C'est une ville portuaire. C'est une donc ville évidemment, portuaire, c'est et une donc ville, il y a eu... Non, mais il y avait notamment, en fait, le Pont de l'occupation. Mauves, pendant je crois que c'est 43-44, c'est juste avant qu'il tourne ce court-métrage-là, il y a une attaque sur ce pont, en fait, par des avions allemands. Et donc lui, il va recréer ça directement en dessinant sur la pellicule. Donc c'est très particulier, c'est un espèce de stop motion en fait totalement artisanal. Donc il va commencer par ça et ensuite il va réaliser 2 autres courts-métrages. Ces courts-métrages, vous pouvez les trouver sur YouTube si jamais vous voulez voir ce que ça donne. Donc 2 autres courts-métrages en stop motion, un qui s'appelle Attaque Nocturne et l'autre qui s'appelle La Ballerine. Et là, donc, il va mélanger stop motion et marionnette. Donc, vu qu'il adorait les théâtres de marionnettes, il va lui-même en fait tout dessiner, donc les décors en papier carton, et il fabrique tout ça dans le grenier familial de son père, avec l'aide de celui-ci. Donc, à 14 ans, il se met, donc aux sorties de guerre, il se met à être vraiment cinéphile profondément. Donc, il lit l'écran français, il fréquente de manière très assidue le Cinéma Club de Nantes. Et c'est là notamment où il est exposé pour la toute première fois de sa vie, parce que bon, plan Marshall, donc le cinéma américain aussi a une fenêtre beaucoup plus grande de diffusion. Donc c'est là qu'il découvre le cinéma américain pour la première fois de sa vie. Quasiment, enfin, je crois qu'il avait eu des films comme Blanche-Neige et comme certains films de Chaplin. Mais là, si vous voulez, le lendemain de la guerre, le cinéma américain, encore une fois... Globalement, tous les gens de la Nouvelle Vague vous parlent de cette arrivée du cinéma américain sur leur... Exactement. Et donc, c'est là qu'il découvre Citizen Kane, c'est là qu'il découvre La Splendeur des Amberson, c'est là qu'il découvre Le Port de l'Angoisse, enfin, tous ces films vraiment américains, ces chefs-d'œuvre du cinéma américain qui arrivent de plein fouet, en fait, sur les écrans français. Et donc ça le catalyse, en tout cas ça le pousse encore plus sur son désir de cinéma. Il finit en fait tout simplement par en parler à son père. Sauf que il est à Nantes, il est issu d'une classe moyenne. Autant vous dire qu'aujourd'hui c'est compliqué. À l'époque c'est quasiment de la science-fiction. Surtout qu'en plus son père le pousse vraiment à passer un CAP de mécanicien. Il obtient, mais intéressant d'ailleurs la mécanique pour un prochain film. Bien sûr, et c'est pour ça que ça va être vraiment un artisan quoi. Il va mettre la main à la pâte un petit peu sur tous les domaines, et donc le côté manuel en fait, ça fait vraiment partie de son apprentissage. Mais en tout cas, il arrive finalement à convaincre son père. Donc il n'arrive pas tout de suite à partir à Paris, mais il fait une première année en fait où il prend des cours du soir aux Beaux-Arts à Nantes. Aux Beaux-Arts de Nantes, et donc là-bas il fait la connaissance notamment de futurs collaborateurs extrêmement importants dans sa carrière, notamment Bernard Evin, donc qui est le décorateur sur je pense au moins 60% de ses films, 60-70%, et les plus importants, et aussi Jacqueline Moreau, donc qui sera sa costumière sur de nombreux films. Et donc toute cette petite troupe après les Beaux-Arts de Nantes va partir faire les Beaux-Arts mais à Paris, et donc c'est là que certains se retrouvent même à l'IDEC, donc l'IDEC étant l'ancêtre de la FEMIS. Donc là je vous parle de la fin des années 40. Jacques Demy arrive à convaincre son père grâce à un réalisateur en fait qui a convaincu le père de Jacques Demy, parce qu'il était de passage à Nantes, et Jacques Demy lui a montré ses courts-métrages, et à partir de là il s'est fait connaître. Il s'est même pas fait connaître, mais disons que ça a confirmé à son père que c'était pas juste une lubie de son enfant, mais que c'était vraiment quelque chose d'indispensable à la vie de son enfant. Donc en fait ils ont vraiment accepté à partir de ce moment-là. Et donc Jacques Demy, lui, il va pas à l'IDEC, mais il va prendre des cours à l'école technique de photographie et de cinématographie rue Vaugirard à Paris. Et donc c'est là notamment qu'il fait ses classes quoi. Donc il apprend vraiment à diriger, éclairer un film, développer le négatif, effectuer le montage, tirer des copies, bref, faire un film de A à Z. À la fin de ses études, il va réaliser en 1951 un film que vous pouvez voir également sur YouTube, que j'ai vu pour l'occasion, qui s'appelle Les Horizons Morts, qui fait très Bresson aussi dans la tonalité, on va dire, et dans le montage. C'est un court-métrage de 8 minutes où il se met lui-même en scène.
étonnant, il le fera plus jamais de sa carrière. En tout cas, à ma connaissance, j'ai pas vu ses films de fin de carrière. Il met en scène Le Grand, je sais, mais lui, peut-être qu'il ouais. apparaît dans certains films, j'ai un doute. Donc c'est l'histoire, bon, on a déjà la matrice, pas la matrice, mais on a déjà un avant-goût quelque part du cinéma de demi, l'histoire étant un jeune homme qui vit dans une chambre rongée par la tristesse d'un chagrin d'amour, et on voit qu'il maîtrise déjà les règles du découpage et du montage, il fait tout lui-même, hein. La photographie, elle est très expressionniste, on pense tout de suite au réalisme poétique français dans l'intention. En tout cas, voilà, ça parle déjà du tragique amoureux, et donc on y reviendra, mais c'est un thème central de son œuvre, extrêmement important dans son œuvre. Bref, ensuite, il fait son service militaire, à peu près comme tous les jeunes de toute façon à l'époque. Il enchaîne en tant qu'assistant de Paul Grimaud. Ça, c'est plutôt drôle. Donc, il fait des films publicitaires pour Paul Grimaud. Je crois qu'il fait des pubs pour des pâtes. Enfin, vraiment. Les deux devaient adorer travailler sur... et Grimaud avait vraiment pris en affection Demy. Mais il partageait un peu l'amour de l'animation. Oui, l'amour de l'animation. Complètement, ouais. Donc Grimaud, j'ai une citation, il dit j'aime beaucoup Jacques, c'est un garçon qui a énormément de talent, et ça, je l'ai senti tout de suite quand je l'ai vu. Il y a une espèce de fantaisie et c'est un tendre chaleureux. Donc après cette période un petit peu chancelante avec Paul Grimaud, parce que bon, le pauvre Demy, il est à Paris, contrairement à tous ses collègues de la Nouvelle Vague qui vont arriver, il n'a pas un gros héritage à mon avis, oui, voilà, donc il est obligé de bosser, quoi. On va dire c'est un peu le moins fortuné avec Truffaut peut-être. C'est ça, exactement. Même si Truffaut va sortir derrière avec quelqu'un qui va lui donner des fonds. Mais oui. Donc il est obligé de bosser à côté. Entre-temps, il entame des scénarios, il essaye même d'écrire un roman. Finalement, rien ne fonctionne. Et donc, bon, il est un peu dégoûté, je pense qu'il n'a pas trop d'argent. Et il décide de retourner vers ses terres. Et il tourne en fait un film documentaire, un court-métrage documentaire qui s'appelle Le Sabotier du Val-de-Loire, qui, pour le coup, il arrive à tourner ce film grâce à un réalisateur qui s'appelle Georges Rouquier, donc qui est un documentariste très reconnu dans les années 50, qui a notamment fait un film apparemment très étudié même aux États-Unis, je ne connaissais pas du tout, je ne l'ai toujours pas vu, il s'appelle Farbik. Et donc c'est grâce à ce fameux Rouquier qu'il arrive à financer ce court-métrage, donc Le Sabotier du Val-de-Loire. Et donc je vous en ai pas parlé, mais c'est très personnel, étant donné que ce fameux sabotier, il le connaît personnellement. Il a en fait, durant les bombardements, durant l'occupation, il a réfugié Jacques Demy et son frère. Ses parents en fait les ont confiés à ce sabotier et à sa femme. Donc Demy va faire un film sur sa profession, sur son quotidien. Il faut savoir que les gens qui vivaient en ville envoyaient beaucoup leurs enfants un peu dans des terres un peu moins, on va dire beaucoup à la campagne, entre guillemets, c'était moins risqué aussi. Exactement. Voilà. Et donc ce portrait vraiment tendre et méticuleux de ce vieux sabotier provincial va rendre compte un petit peu de toute la simplicité et aussi de la monotonie quelque part qu'il partage avec sa femme qui est couturière. Et c'est un court-métrage documentaire qui va avoir un certain succès. Il va avoir une projection à Paris, il va faire connaître Jacques Demy. Il faut vous dire qu'aussi à l'époque, par exemple Alain Resnais est passé là-dedans. On accordait des fonds en fait, publics pour le développement, on va dire, de nouveaux talents dans le cinéma. Tiens. Et donc, quelque part, certaines personnes de la Nouvelle Vague vont pouvoir passer d'abord par ce court-métrage documentaire. Bon, voilà, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Oui, voilà. Et lui, effectivement... Tu me dis que l'extrême droite aimerait supprimer le CNC, bizarre. C'est dingue, c'est dingue. Il y aurait moins de Nuit et brouillard. Comme on s'est dit après la Seconde Guerre mondiale, c'est important la culture, et la culture notamment cinématographique, et donc on va promouvoir, exactement, je l'ai sous les yeux, depuis 1953, cette loi est rentrée en vigueur et ça avait pour but de promouvoir en fait la production de courts-métrages grâce à des primes de qualité, on appelait ça. Et donc, effectivement, au-delà d'Alain Resnais, il y a aussi Chris Marker, donc réalisateur après très important, qui a notamment fait La Jetée, et qui a fait également un documentaire, si vous avez jamais vu, qui s'appelle, documentaire essai qui s'appelle Sans Soleil, qui est un film extraordinaire. Je vous surconseille ce film, il est fantastique. Et également Georges Franju, donc réalisateur
du film culte Les Yeux sans visage, qui est le modèle d'inspiration en fait pour La piel qui habite d'Almodovar. Je vous conseille aussi. En tout cas, bon voilà, tout ça pour dire que il y a des nouveaux cinéastes qui arrivent et qui vont un petit peu bousculer au début, donc jusqu'à arriver au Beau Serge en fait de Claude Chabrol. Le cinéma, on va dire, conventionnel de l'époque et le cinéma La qualité française. qu'on appelle de qualité française aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça qu'ils qu'on appelle appelaient. toujours d'ailleurs. des On fois. appelle toujours et qu'ils ont appelé à l'époque dans les cahiers du cinéma. Parfois, bon, ils étaient un peu Le durs. cinéma mais- de papa aussi, ils Voilà, appelaient c'est ça. Donc, on parle de gens qui, à l'époque, ont entre 25 et 30 ans. ouais. Donc, c'est Voire vraiment... moins, il me semble. hein. C'est ça, c'est des gens qui, très souvent, n'ont pas fait la guerre aussi. Donc, c'est ce qui les Oui. diffère de leurs aînés. La génération 68, en fait. Exactement. Voilà. C'est de cette génération dont on parle. Et donc, écoutez, ce qui nous amène à plusieurs d'autres courts-métrages dont je parlerai pas, mais qu'il a réalisé, notamment en 1957, et où il dit qu'il a énormément appris. Et c'est avec ce court-métrage-là, dont je n'ai même plus d'ailleurs le nom, j'ai totalement perdu le nom, c'est incroyable. Tellement que t'en avais rien à foutre. Ouais, mais c'est grâce notamment à ces multiples courts-métrages qu'il apprend tout son métier et qui se sent prêt à réaliser un long-métrage, sachant qu'il a également, donc avec le fameux Georges Rouquier, travaillé sur de l'assistanat à la réalisation. Il a fait aussi de l'assistanat, comme c'était d'ailleurs plutôt courant à cette époque. Même un peu toujours, d'ailleurs. Et donc, il a également rencontré en 58 à Tours, quand je crois il présentait, sans dire de bêtises, un court-métrage, Agnès Varda, dont il deviendra très proche. Oui, c'est et, le cas de le dire. et avec qui il se mariera et qui sera vraiment central dans son existence, mais aussi dans son œuvre. Je pense que le regard de Varda a façonné aussi le cinéma de Jacques Demy. Je Ça, pense, il ne faut oui. pas l'oublier parce que ça a été... Ouais, ça a c'est été, sûrement la plus grande réalisatrice française. Oui, et c'était, sans parler forcément de femmes, c'était aussi tout Oui. sexe Je crois que même dans la nouvelle vague, très c'est quelqu'un important, de, tout voilà, simplement. c'est quelqu'un Qui a- de très important. Qui a même réalisé, encore une fois, on le rappelle, avant Le Beau Serge, qui a réalisé avant À bout de souffle, et qui est une immense artiste et qui a été très importante, en tout cas, dans la vie de Demy. Mais tout ça pour dire qu'en 1959, la nouvelle vague est pleinement arrivée. On en parle déjà en fait dans les journaux. Donc on a eu Claude Chabrol, on a eu Louis Malle qui ont fait 2 films. On a Hiroshima mon amour et les 400 coups qui sont présentés au Festival de Cannes la même année et qui furent tous les deux en fait vraiment des succès. Et on a eu notamment la déflagration en fait de À bout de souffle qui imposa définitivement la nouvelle vague. Et cette nouvelle génération dont on vous parle Et la depuis tout à façon de l'heure. tourner. Et la façon de tourner, tout simplement, enfin, le bouleversement que ça va avec. Et donc, c'est dans cette continuité que Jacques Demy, qui était aussi un compagnon de la revue, hein, il n'écrivait pas dans les cahiers, mais il les connaissait, ils se côtoyaient. En tout cas, il faut se rendre compte aussi que à l'époque, tout ça est un petit milieu. Hein, Oui, voilà. c'est pas comme aujourd'hui. Et donc, il participait même de temps en temps au conseil et aux différentes réunions du cahier du cinéma, j'ai appris ça. Et donc, depuis on va dire 2 ans, Jacques Demy a écrit un scénario qu'il garde précieusement, qui s'appelle Un billet pour Johannesburg. Donc, c'est une comédie qui, dans la suite d'À bout de souffle, va attirer Georges de Beauregard, donc, qui est le producteur historique d'À bout de souffle. Et de Lola. Et ben oui, et c'est ça, et qui va devenir du coup parce que c'est le premier nom en fait de Lola, c'est Un billet pour Johannesburg. C'est pour ça que j'en parlais. Donc oui, ça va l'intéresser. Donc ils vont lancer le projet Lola ensemble avec notamment un autre producteur qui s'appelle, j'y reviendrai, je crois Ponty, si je dis pas de bêtises. On vérifiera ça plus tard. En tout cas, Lola arrive. Lola, nous y rentrons. On y rentre, et ben oui, c'est parce qu'avec ce premier film, donc Jacques Demy pose les fondations de son œuvre et de son imaginaire. Histoire entrecroisée, ville portuaire, le féminin et le tragique amoureux enveloppés par la musique de Michel Legrand. Bienvenue dans le demi-monde.
Lola, Pour vous c'est ça. définir, est-ce que vous êtes quelqu'un qui voulait raconter une histoire au cinéma, quelqu'un qui aime faire de la technique, quelqu'un qui aime les jolies images, qui aime la poésie, ou qu'est-ce que en premier, c'est la poésie, non? D'abord, ce sont des personnages. Enfin, c'est un ton ou une. Je veux dire, pour Lola, par exemple, je suis parti du garçon et de la fille, comme ça tous les deux, et de leur rapport, et de me dire, enfin, ce type est malheureux, il se défend, enfin, il faut qu'il réussisse à faire quelque chose, et comme ça. Enfin, le départ, c'était ça. Et autour de ça sont venues un tas de choses, évidemment. Je pense que d'abord les décors m'impressionnent, enfin les décors et puis les gens dans le décor, et puis on part de ça. Finalement, enfin, il faut essayer de raconter une histoire, bien sûr, mais qui apporte quelque chose. Enfin, je me dis, il faut que le spectateur qui entre ressorte quand même ou meilleur, ou ayant appris quelque chose. Je déteste entrer au cinéma et ressortir. Mais alors, vous croyez qu'il y a... Qu'est-ce qu'on peut... Moi, de Lola, je n'ai tiré qu'une impression d'être trop poétiques, qui sont décalés par rapport à la vie, qui n'arrivent pas à s'insérer dans la vie moderne. Il y a une espèce... Non? Est-ce que c'est ça? Oui. Non? Oui, il y a peut-être un peu ça. Moi, je n'aime pas Paris. Enfin, je n'aime pas la ville, par exemple. C'est ça, oui, ça se sent. J'aime mieux la campagne. Oui. C'est peut-être ça, enfin. Tell me, is Lola here at all? Bien sûr qu'elle est là, Lola. Roland! Cécile! Je t'embrasse, je suis trop contente. Oh, attends, je te mets du rouge. J'ai une sale tête. Je trouve que tu es la plus belle fille que je connais. Je ris parce que plus personne m'appelle Cécile. Mon nom de scène, c'est Lola, alors tout le monde dit Lola. Il y a peut-être un autre qui pense à toi en ce moment. Enfin, je ne voulais pas que tu partes sans que tu saches que je t'ai manqué. On aime qu'une fois, pour moi c'est déjà fait. Eh bien, nous y voilà, Lola. Maxime, je te lance sur le contexte de production de ce premier vrai film de Jacques Demy. Ce premier vrai film. Ce premier long, en tout cas. En tout cas, les œuvres dont je parlais avant, essayez d'aller les voir. Certaines sont disponibles encore une fois gratuitement. C'est toujours mieux pour se représenter l'imaginaire On a de la chance d'avoir YouTube d'un artiste. à notre époque. Mais en tout cas, pour Lola, l'histoire est librement inspirée du court roman Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Le scénario, avant de trouver ce fameux deal dont je reviendrai juste après, dont je vous ai parlé en amorce avec Georges de Beauregard, juste avant cet arrangement, le scénario a été refusé parce que c'était très original à l'époque. Jacques Demy, il avait pour but de faire une comédie musicale sans véritable vedette qui se déroule à Nantes. Donc on reçoit ce pitch à l'époque. Économiquement, on n'y croit absolument pas, donc il a essuyé des refus, des dizaines de refus, vraiment. Et une grande partie il faut comprendre, des longs métrages, même de cette nouvelle vague dont on parle, se déroulaient à Paris. Donc à bout de souffle, même si encore une fois, bon, il y a plusieurs lieux en France, mais je veux dire, le point de départ, c'est quand même Paris, et c'est une place vraiment importante dans le récit. Les 400 coups, c'est pareil, Ascenseur pour l'échafaud. Donc Demy, la spécificité, c'est vraiment qu'il veut ancrer son récit dans des lieux provinciaux et dans son enfance et son adolescence. Donc en Loire-Atlantique, encore une fois, à l'époque, la Loire-Atlantique, c'est très peu cartographié dans le cinéma français. Donc c'est non, vraiment, c'est moins qu'on puisse dire. C'est une nouveauté totale. Donc bon, on peut le remercier pour ça. C'est Jean-Luc Godard qui donne le petit contact de Georges de Beauregard. Et avec son producteur associé, donc Carlo Ponti, ils finissent par s'intéresser au projet, sauf que ils revoient un petit peu à la baisse les intentions de Demy et les idées de Demy, ce qui provoque des nécessités, on va dire, de consensus, étant donné que Demy, bon, il a, comme je vous ai dit, réalisé notamment pas mal de courts-métrages, un court-métrage documentaire,
mais c'est son premier long métrage, donc il a terriblement envie de réaliser. Après tous les refus, il est un peu obligé, il se voit obligé d'accepter ce que Georges de Beauregard et Carlo Ponti veulent, sinon il fait tout simplement pas de film. Donc il hérite finalement d'un budget, il accepte, après toutes ces discussions, de 294 000 francs, ce qui est vraiment bas pour un film de la Nouvelle Vague. À titre de comparaison, c'est 100 000 fois moins que le budget d'À bout de souffle. Et À bout de souffle étant déjà un film fauché. Voilà, Donc c'est ça. pour le coup, c'est Alors, t'as dit vraiment 100 000 fois ridicule. moins ou 100 000 de moins 100 000 de moins, pardon. Ah oui. Pas 100 000 fois moins. 100 100 000 000 fois moins, fois ça. moins, je dis c'est Donc, beaucoup. oui, c'est 100 000 de moins. Donc, il avait 400 000 À bout de souffle, lui à peu près 300 000. Pour vous donner un ordre d'idée, pour comprendre la situation économique du cinéma traditionnel, donc qui n'est pas le cinéma de la Nouvelle Vague, donc le cinéma de papa, la même année que Lola, est sorti un film qui s'appelle Un taxi pour Tobruk, avec Ventura et Aznavour, et lui valait 2 millions de francs. Donc on est vraiment sur des gros écarts. En fait, pourquoi les films de la nouvelle vague ont été produits, c'était surtout parce qu'ils coûtaient beaucoup moins cher. Et au c'est final. ça, c'est ça. On en avait parlé dans les épisodes sur Carnet et Prévert et la fin de leur carrière et la fin du réalisme politique qui coïncidait un peu avec l'arrivée de la nouvelle vague et la critique qu'ils faisaient de ce cinéma-là. Et donc, on va dire qu'en effet, le principal argument pour les producteurs, c'était la thune. C'était produire des jeunes artistiquement intéressants, mais et c'était pour pas aussi cher surtout. Pour pas cher du tout. Voilà. Et qui sortaient encore une fois des studios et qui n'avaient pas forcément, qui avaient des nouveaux visages en fait, des nouveaux acteurs et des nouvelles actrices qui coûtaient beaucoup moins cher à payer que les Ventura et que les Gabin. Cela étant dit, le projet prend le nom de Lola parce que c'est le nom, vous allez voir, de l'héroïne, mais bon, de base, comme je vous disais, c'était un billet pour Johannesburg, qui fait référence à la petite intrigue policière, on y reviendra, qu'il y a dans le long métrage. Le personnage de Lola étant directement inspiré de celui de Lola, également joué par Marlène Dietrich, ouais. Dans L'Ange Bleu, qui est un film de 1930, qui est un film que Demy adorait. Donc, concernant ce fameux budget et on va dire c'est les nouvelles modalités de production, Demy va devoir renoncer à ce que le film soit une comédie musicale, à ce que le film soit en couleur, parce qu'il voulait vraiment passer, je crois, certains passages en noir et blanc, mais il y avait beaucoup de couleurs. Il va aussi dire non à Jean-Louis Trintignant pour le rôle principal, qui a déjà tourné en fait dans quelques films très établis et donc qui coûte, je pense, un poil trop cher. Qui tournera pour lui dans la luxure c'est son film suivant, enfin c'est un court-métrage. C'est ça qui fait partie d'un triptyque en fait de court-métrage. Ouais. Et donc le mobilier aussi de certains décors, il a dû être emprunté chez des proches parce que bon, encore une fois, Jacques Demy il retourne à la maison, donc il s'arrange en fait. Le budget est encore une fois ridicule. Il y a une absence de son témoin aussi. Et la musique de Lola, pour la fameuse séquence qui est un peu la seule séquence qu'il a pu garder pour chanter. Oui, c'est ça, pour de la comédie musicale pure, même si c'est pas de la comédie musicale pure, c'est de la comédie musicale fauchée, on le voit très bien. Il y a de la post-synchro. Il y a de la post-synchro, exactement. C'est-à-dire que Anouk Aimée, au moment de la chanter, elle l'a. C'était un playback, quoi. C'était en muet. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit vraiment, comparé aux autres. Mais tout ça pour dire que au niveau de la musique, vu qu'on parle de musique, il voulait originellement Quincy Jones. C'est plutôt qui était drôle. moins connu, je pense, à l'époque. Qui était vraiment moins connu à l'époque. Michael Jackson n'était pas encore passé entre ses mains. Qui était comme Miles Davis venu fait à Paris pour apprendre avec Nadia Boulanger et ensuite, si je dis pas de bêtises, diriger un orchestre, un petit orchestre de jazz. Et ça s'est bien passé entre les deux. Il voulait vraiment, donc il est venu sur le plateau de Lola à Nantes. Ils ont commencé à parler de la musique, à parler du film. Et Quincy Jones lui a dit il n'y a pas de souci, je remonte à Paris, je te compose ça et je te l'envoie et tu pourras l'avoir sur plateau, quoi. Donc ça, c'était quand ils étaient en pré-production. Et finalement, Quincy Jones, en fait, son contrat s'est terminé. Et donc, il a pu prévenir personne et il a dû retourner à Paris, retourner aux États-Unis sans rien dire à Demy et à l'équipe. Qui s'est retrouvé sans compositeur, sans rien. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils n'ont pas pu passer sur plateau la musique. Étant donné que c'est finalement donc, le fameux Michel Legrand qui a été trouvé.
Et c'est plutôt drôle étant donné que Michel Legrand et Quincy Jones sont au fur et à mesure devenus amis. Oui. Donc, je trouvais que c'était une belle anecdote. Et Demy s'entoure pour le reste, on va dire, de l'équipe de gens dont je vous ai un petit peu parlé, dont Bernard Evin au décor et Anne-Marie Cottré au montage, des collaborateurs. Et Suzanne Schiffman au script aussi. Oui, c'est ça. Et des gens qui vont vraiment revenir dans ces films qui vont suivre. Même Coutard. Même Coutard, Même j'ai Raoul pas eu le Coutard, temps, je suis désolé. J'allais en parler après dans l'analyse. Mais Raoul Coutard, bien Oui. sûr, qui est un petit peu finalement les restes d'À bout de souffle, étant donné il est vraiment né avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard, donc Le grand chef-op de la Nouvelle Vague. Puis de Godard surtout. Donc il y a vraiment deux écoles, la Nouvelle Vague. Il y a l'école Raoul Coutard et l'école Le Pierre chef-op Lhomme. du mépris, c'est vous dire à quel point. Oui, de Pierrot le Fou, d'à peu près tous les chefs-d'œuvre de Jean-Luc Godard des années C'est peut-être 60. la plus belle lumière de l'histoire du cinéma, le mépris. Donc, voilà. Moi je dirais Pierrot le Fou, mais après chacun la sienne. Ou Vivre sa vie, c'est assez exceptionnel. Oui, il y a le choix. C'est pas lui Vivre sa vie. Bon, bref, tout ça pour dire que vu qu'il a pas d'argent, il va décider de tourner que dans des décors naturels. Et il connaît plutôt bien Nantes, étant donné qu'il est originaire de là-bas. Donc le tournage se déroule du 7 juin au 17 juillet 1960, ce qui est un tournage, on peut dire, éclair. Mais qui s'est bien passé, selon Anouk Aimé et tout. C'était plutôt. Oui, il y avait même Varda, je crois, sur le plateau. Elle a fait les chansons, je crois. Elle a fait la chanson Lola, ouais. C'est ça. Elle a fait la chanson Lola, et donc en décor, on y reviendra, mais il y a le fameux passage Pommeray dont je vous avais parlé tout à l'heure. Il y a la place et le théâtre Gralin, je ne sais pas comment on dit. Il y a la brasserie de la Cigale, donc la brasserie de la Cigale servant en fait au fameux Eldorado du film, qui est le cabaret où danse Lola. Et il y a aussi l'escalier de la rue de l'Abreuvoir, qui était très connu pendant longtemps à Nantes, mais qui a été détruit, si je dis pas de bêtises. Et tu vois, Raoul Coutard, j'allais y arriver. Donc on en a déjà parlé, ça ne sert à rien. Pardon, je t'ai. Non, mais il n'y a pas de souci, Maxence. Et écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Oui, Anouk Aimé, qui est l'actrice du film, qui est la révélation aussi du film, qui deviendra une icône dans le cinéma de la Nouvelle Vague. Et surtout, une icône, pas dans la Nouvelle Vague d'ailleurs, qui sera une icône du cinéma français, du cinéma court, européen. Oui, même européen. Étant donné que si vous n'avez peut-être pas vu les films, elle aura des rôles dans La Dolce Vita et dans 8,5 de Fellini. Donc rien que pour ça, finalement, dans le film de Lelouch, c'est assez fabuleux. Et oui, effectivement, ça sera aussi très important pour elle, ce film. Donc Un homme et une femme de Claude Lelouch. Et on y reviendra on y reviendra forcément, étant donné qu'elle a joué aussi dans Model Shop de Demy, qui est quelque part la suite en fait de Lola. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire? Le film est sorti en 61, il a été accueilli chaleureusement par l'ensemble de la critique, mais il a conquis vraiment tièdement le public. Le succès public arrivera plus tard chez Jacques Demy. Mais en tout cas, même si le succès, on va dire, en salle n'est pas forcément là comparé à. Est-ce que c'est pas le premier réal qui a un succès public Ah non, peut-être que Paul Thomas Anderson, mais les réals qui ont des succès publics, on en a pas fait beaucoup qui ont des succès publics immédiats. Et je pense que c'est peut-être parce que Paul Thomas Anderson. En train de réfléchir. Mais à ce niveau-là, je crois que c'est un des premiers. Si, John Carpenter, Halloween, c'est. Oui, c'est vrai. Asso Halloween, c'était quand même. Surtout Halloween, ça a été quand même. Oui, c'est vrai. Un immense succès. Tu as raison. Mais ça a installé Lola, donc le film Lola, ça a installé Jacques Demy comme cinéaste très talentueux et un auteur, classé comme un auteur tout de suite très important du cinéma français. Et au fil des années, pour conclure, le film deviendra vraiment culte. Il inspirera mondialement des artistes. On peut citer notamment 2 artistes pour qui ce film est important. D'un côté, en France, Christophe Honoré, et en Asie, Wong Kar-wai, étant donné que le cinéma, Wong Kar-wai, tiens, un cinéaste qu'on aime et peut-être un jour dont on parlera. Oui. Donc Wong Kar-wai s'étant vraiment inspiré du film Lola pour Chungking Express. Ok. À voir peut-être. On verra plus tard. Par la suite. Dans 6 épisodes peut-être. Pour vous faire un court synopsis, donc c'est l'histoire de Lola, danseuse de cabaret, qui élève un garçon dont le père Michel est parti depuis 7 ans. Elle attend, elle chante, elle danse, et elle aime éventuellement les marins qui passent. En tout cas, elle couche avec plutôt qu'elle l'aime.
Elle va rencontrer à nouveau Roland Cassard, donc un ami d'enfance qu'elle retrouve par hasard. Roland devient à nouveau très amoureux d'elle, mais elle attend désespérément Michel. C'est moi, c'est Lola. Donc c'est elle, c'est Lola. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Alors, je vais te retourner la question, même si c'est toi qui prends le lead de la présentation, pardon. mais j'ai beaucoup parlé. Oui, Donc, c'est vrai, tu as raison, il faut passer la parole. Le bâton de parole est passé. Exactement. J'aimerais avoir tes premières impressions sur le film. Quel a été ton rapport à cette première œuvre de Jacques Demy ? Bah écoute, alors moi c'était la première fois que je visionnais le film, donc évidemment c'est un film qui est entouré d'une aura énorme en fait dans la nouvelle vague. C'est peut-être un des premiers films de la nouvelle vague qui sort. Donc toi tu as cité ceux de Louis Malle et de j'ai oublié le nom avant. Les 400 coups. Et les 400 coups. Et après bon voilà. si Hiroshima mon amour, qui est Voilà, quand même mais vraiment un cas très particulier de nouvelle bien vague, sûr, voilà. qui est tourné principalement au Japon. Ça fait partie des films matriciels en fait de la nouvelle vague, un de ceux dont on cite le plus le nom, avec La Baie des Anges aussi de Demy, et voilà des films que tu as cités. Donc en fait moi je le vois avec la vision d'un film voilà, qui est culte, un film donc du coup majeur de la nouvelle vague, et bon moi j'ai pas été déçu de ce point de vue là, au-delà de l'équipe technique qui est avec donc il y a, tu l'as dit, avec les noms de Coutard et Tishman, même de Varda, etc. Moi je retrouve des thématiques inhérentes à la nouvelle vague, mais il y a aussi des différences majeures et tu les as citées, notamment le lieu où va s'inscrire l'action. Il y a Nantes, mais on va sortir du studio quand même, la caméra bouge, on va chercher l'intime, on repense aussi la façon de monter le film, et on comprend malgré tout que cette vision de Nantes, elle se mélange aussi, du coup tu l'as dit, aux souvenirs d'adolescence de Demy. C'est très palpable. C'est très palpable, hein. On sent que sa vision de Nantes est très réelle, même si lui il dit ne pas trop s'attacher au réel. Moi je pense qu'il y a quand même un peu de ça là-dedans. Particulièrement dans celui-là, étant donné que la comédie musicale est beaucoup moins présente. Donc il y a d'un point de vue social et d'un point de vue vraiment de reconstitution, c'est même pas la reconstitution, c'est contemporain. Mais je veux dire, bien sûr, oui. C'est flagrant le réel dans ce film. Bien sûr. Et voilà, donc c'est aujourd'hui on va dire qu'il y a quand même quelques questions sur certaines relations, on en parlera dans le film, notamment celle de Jackie et de Jackie, Francky, voilà, on confond. Tu as dit Jackie tout à l'heure, du coup, le Francky et la petite Cécile, oui, effectivement, on en reparlera. Malgré tout, je trouve qu'il aborde avec assez de finesse pour instiguer le doute sans installer complètement le malaise. Et bon, voilà, pour le reste, Anouk Aimée, elle est brillante. La poésie, elle est au rendez-vous. Et les bases de son cinéma sont déjà là, quoi. La musique, les personnages, même ceux de Cassard, donc on va retrouver plus tard dans ses films. On parle beaucoup de Cherbourg. Il installe déjà des trucs de son film. Toi, tu as lu un bouquin qui parle notamment du demi-monde. Oui, d'où la citation, phrase de lancement, qui est pas une citation gratos, hein. Enfin qui est pas un mot gratos, qui est une vraie théorie, qui est vraiment une théorie très importante, que je préfère appeler le Jack Demy Universe, perso, le JDU. Ouais, mais moi je pense qu'il faut ramener vraiment un truc un peu français quand même, oui, t'as bien raison, au niveau du vocabulaire. Je rigole, mais c'est vrai qu'il y a déjà des bases énormes de son cinéma, et même vis-à-vis des scénarios, en fait, il va réutiliser des personnages et des villes, voilà, qu'il introduit déjà. Et malgré tout, je crois que j'en attendais un peu trop, mais c'est ma faute aussi. Voilà, on est sur un premier long métrage, il est très maîtrisé, même voire un peu plus que maîtrisé, c'est plutôt réussi. Mais voilà, j'attendais un truc, je pense, un peu éclatant, hein, aussi à l'image de ses films suivants. Et bon, on voit que le film garde quand même certains défauts. On parlait de la post-synchro, la musique, elle est quand même moins présente que dans ses précédents films. Le film reste assez court par rapport même à l'intrigue qu'il essaye d'installer. Mais voilà, le film est très bien, et je pense que j'en attendais tellement que je suis peut-être un peu déçu, mais le film est exceptionnel, hein. Enfin, il est excellent un peu déçu, mais le film est exceptionnel. Non, mais en fait, si tu veux, moi je parle d'un premier visionnage. Oui, tu t'attendais à un immense chef-d'œuvre, et puis finalement, tu as juste découvert le premier film de Demy. Le premier film magnifique de Jacques Demy. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai toujours ce petit décalage, mais le film reste excellent. Voilà, je peux pas dire que c'est un mauvais film, loin de là, et que j'ai pas non plus été déçu outre mesure. Voilà, c'était vraiment exceptionnel. Mais je comprends ton impression. Pour un premier film, en tout cas. Moi, j'ai découvert beaucoup plus tôt que toi, pour le coup. Ça fait partie de ces films de la nouvelle vague que j'ai regardé
début de mon âge adulte. Donc celui-là, j'ai dû le découvrir, je pense, je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a fasciné. Oui, le personnage d'Anouk Aimée est tellement brillant que c'est. Oui, le personnage d'Anouk Aimée est formidable. Il y a tellement de poésie aussi. Il y a tellement de poésie dans ce film-là, avec si peu de budget. Je pense la photographie de Coutard, le rapport, en fait, les histoires entrecroisées, tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais. Qui font naître. Pour reprendre tes propos un petit peu, rebondir dessus, moi, je pense que c'est plus que pas mal de son cinéma qui est déjà là. Moi, je pense que c'est un film constitutif de son œuvre. C'est un film séminal, quoi, qui va faire naître tous ses autres. Bah, tu vois, tu parlais des rencontres croisées, c'est des trucs qu'on va retrouver dans les Demoiselles de Rochefort. Il installe vraiment son univers, son style, ses obsessions, qui va décliner en fait durant tous ses autres longs métrages. Le film, c'est une véritable matrice en fait, tout simplement pour appréhender l'œuvre de Jacques Demy. Il y a une logique dans le scénario qui va s'étendre en fait au cinéma entier de Demy, quoi. Exactement. Dans les prochaines années. Il y a des choses comme la ville portuaire, comme lieu de rencontre, de transit pour les personnages, les entrecroisements des protagonistes qui fonctionnent par des jeux de coïncidence et de hasard, l'ancrage en province avec ses décors qui vont constituer des motifs, à l'intérieur desquels il y aura des motifs comme le café, comme le port, comme le chantier naval, ça reviendra aussi dans les parapluies de Cherbourg par exemple, la place centrale, les rues, les ruelles, c'est beaucoup d'extérieur le cinéma de Jacques Demy, contrairement je pense au cinéma qui n'était pas celui de la Nouvelle Vague. C'est aussi le lien en fait de Demy et les autres réalisateurs de la Nouvelle Vague, c'est que c'est un cinéma en fait qui sort dans la rue, qui va au contact avec le réel et qui filme cette nouvelle génération. Anouk Aimée étant un de ses visages, elle a 20-25 ans pendant le tournage du film, elle est vraiment très jeune. Et donc, bien sûr, il y a la place... il y a la place de la musique. Comme je vous ai dit pendant le contexte de production, c'est pas une comédie musicale, il n'a pas pu en faire une, mais la musique tient quand même un rôle important dans le film. Et donc la structure narrative aussi. En fait, c'est pas une comédie musicale, mais ça en donne l'idée, parce qu'on va dire que certaines scènes et certaines séquences sont tournées comme des espèces de ballets aussi. Il y a les séquences du début où on doit donner beaucoup d'informations, et les gens passent, sortent du bar, reviennent. Cassard se fait une erreur avec son café, puis il sort, puis il revient, puis voilà. Et même au niveau de la mise en scène, quelque part, toutes ces réflexions, et même des réflexions peut-être inconscientes, lui, je sais même pas s'il réfléchissait à ça, mais en tout cas, dans le découpage, on a ces travelling qui suivent des personnages et des trajectoires un petit peu dramatiques. Ça crée des points de jonction en fait avec d'autres personnages qui rentrent dans le plan, qui font finalement partie de cette espèce d'intrigue mêlée. Et ça, c'est quelque part un modèle très important qui va structurer tous ces films. Et on a aussi un récit linéaire. La plupart des scénarios de Demy sont des récits linéaires. Qui se déroulent soit sur quelques jours, soit on verra sur les parapluies. Il peut avoir de longues ellipses. Mais par exemple, quand on pense aux Demoiselles de Rochefort, quand on pense à Une chambre en ville, et d'ailleurs même, je crois, peut-être pas Podane, mais si, même Podane, ça se déroule sur quelques jours en réalité. Oui, Podane, c'est très resserré en fait, pense, beaucoup de films de Demy. Et donc, souvent, on a soit un récit choral, soit un film qui va être structuré autour d'un duo. Et qui va autour de ce duo broder en fait une multitude de personnages et amener quelque part cette dimension dont je parlais avant, chorale, dans un seul espace-temps. Et donc cet espace-temps, effectivement, on peut l'appeler le demi-monde, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas c'est un imaginaire très précis qui gardera quelque part une cohérence dans la suite de son œuvre. Et justement, les personnages, ils sont un peu coincés même dans une ronde narrative. Donc on a Lola, qui est jouée par Anouk Aimée, qui est danseuse de cabaret, qui attend son amour perdu. On a Roland Cassard, donc, qui est joué par Marc Michel, qui est un rêveur amoureux d'elle. Il y a d'autres personnages... Qui est le double de Demy, clairement. Oui, voilà, en tout cas, qui est le Demy d'avant Paris, je pense. Oui, je pense. Il y a d'autres personnages qui gravitent autour. C'est Madame Desnoyers, donc, et sa fille Cécile, Madame Desnoyers, qui est une ancienne danseuse de cabaret, et donc sa fille qui aimerait le devenir.
Et donc on rappelle que Lola aussi est danseuse Oui, de voilà. cabaret, donc Et que le personnage. elle s'appelle Cécile également, elle qui est s'appelle du coup Cécile un également. double jeune de Lola. Et donc voilà. Et Madame Desnoyers qui va en fait qui va refléter un futur possible de Lola, donc avec cette femme donc, du coup qui garde son enfant et qui essaye de la détourner de ce destin-là. Donc les personnages vont se refléter les uns les autres. Il va y avoir des espèces d'effets miroirs, avec du coup Nantes qui est une espèce d'espace fermé. Et même que concernant les personnages, peut-être t'as oublié ça. Effectivement, c'est la déclinaison, on va dire, en miroir des personnages féminins, tu l'as très bien expliqué. Mais il y a même quelque part le personnage de Francky avec le personnage de Michel. Oui, oui, bien sûr. Ils sont totalement un peu, liés. voilà, on va dire que Francky et Michel ont un peu le même destin vis-à-vis dans On les dirait Lola. un duo de chansons des années. C'est Francky et Michel. Ouais. Que dire après ça? Non, mais il y a une thématique moi qui m'intéresse, c'est que voilà, Nantes est un espace fermé et globalement les personnages aimeraient fuir pour la plupart cet espace fermé, et ça c'est une thématique qu'on retrouve pas mal, même encore aujourd'hui dans le cinéma français, dans le cinéma qui parle de la province entre guillemets. C'est souvent, on le voit d'ailleurs dans Leurs enfants après eux des frères Boukarma il y a pas longtemps. C'est adapté d'un bouquin de Ou même Auguste dans Rodin. Chien de la casse. Ou Chien de la casse, oui, c'est vrai. Voilà. C'est des gens en fait qui sont coincés dans des villes et qui n'attendent qu'une chose, c'est enfuir, et qui ne peuvent jamais enfuir parce qu'ils sont bloqués ici, quoi. Et donc, et c'est un truc que montre déjà Jacques Demy, et c'est là qu'on voit aussi à quel point c'est un gars qui vient pas de Paris et qui le comprend. Nous-mêmes, on vient pas de Paris et on le comprend aussi. Tu vois, ce truc-là de en fait, on est un peu coincé dans cet espace-là. On n'a pas L'envie trop de d'un possibilités d'en ailleurs et sortir. l'impossibilité C'est ça, d'y ouais. accéder, d'où le fait que le cabaret s'appelle d'ailleurs l'Eldorado dans le film. C'est ça, exactement. Et voilà. Et je trouve, voilà, du coup, cette notion assez passionnante. Et voilà. Et pour finir sur un peu les personnages, parce que peut-être que tu voudras passer à autre chose derrière. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Mais voilà. Tu as très bien parlé de la chose. Il y a cette Lola, du coup, qui est centrale et qui est un personnage à la fois sensuel et romantique. C'est pas une femme fatale classique. C'est quelqu'un qui est en fait plutôt fidèle à un amour passé. C'est pas une femme fatale tout court d'ailleurs. hein, je Oui. trouve. Oui, c'est vrai, t'as raison. La façon dont il la filme pas comme une femme fatale. Non, mais J'en même parlerai d'ailleurs. au-delà du scénario, moi je pense que c'est vraiment la modernité du film pour le coup. C'est la manière dont il est capable d'aborder un sujet, je pense, très contemporain de 1960, à savoir les jeunes femmes qui élèvent seules leurs enfants, donc C'est famille ça. monoparentale, et qui quelque part ont des rêves mais sont dans une forme d'imperfection aussi, et représentent certes un catalyseur, on va dire, sentimental ou de désir pour des hommes, mais sont capables aussi d'avoir une propre identité, sont capables d'avoir des notions sur le consentement, d'avoir des notions en fait juste de dire non à un homme, tout Oui, simplement. non, bien sûr, ouais, On se rend pas compte, hein, mais encore une fois, c'est 1960 le film, donc aujourd'hui ça nous paraît évident, mais en 1960, bon, surtout quand un homme réalise, avoir une femme qui est capable de s'assumer, de prendre des décisions et d'avoir une perspective d'existence, c'est pas tous les jours qu'on en voit au cinéma, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Et donc voilà, ce qui est intéressant, on le disait tout à l'heure, c'est que bon, vu que Demy ne peut pas avoir beaucoup de séquences chantées, en fait, il va travailler sur le rythme des dialogues, les accents et les voix des personnages. Le film, il va aussi anticiper le style parlé chanté de ses œuvres futures sur certaines séquences. C'est assez C'est vrai. remarquable. Ça fait Et très Jacques Prévert des fois, hein. Oui, ça fait très réalisme poétique et les poètes qui écrivaient les textes de l'époque. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que finalement, comme je disais tout à l'heure, Lola n'est pas une comédie musicale, mais ça en donne l'idée. Et il se situe peut-être là le décalage avec le réel. Oui. Parce que comme le réalisme poétique, il y a un ancrage politique très fort. Le réalisme poétique, j'ai dit politique, je sais plus ce que j'ai dit. On galérait déjà il y a un an. Il y a un ancrage sociétal et politique fort, mais d'un autre côté, il y a un espèce de décalage par la poésie du quotidien. Oui, c'est ça. C'est là où ça se rejoint finalement. Et il va réussir d'ailleurs même à créer des moments un peu hors du temps. Donc il y a cette séquence à la fête. En fait, il y a deux séquences dont on parlera qui créent bien ça. Et en fait, il va y avoir des ruptures sonores et visuelles qui vont créer ces moments hors du temps, des ralentis. Il y a aussi, mine de rien, le fait que la post-synchro qui soit très visible. Et qu'il n'y a pas eu d'enregistrement de son en fait témoin, c'est-à-dire de bruit d'ambiance tout simplement. Oui, bien sûr. Donc c'est très focalisé.
c'est ouaté quoi un peu quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment resserrer le son sur les dialogues et sur les situations. Un peu à la plutôt que- Tati d'ailleurs. C'est ça, un c'est peu, vrai, c'est vrai. ouais, il y a ce côté-là dans ce film-là. Et voilà, et c'est ce qui rend aussi le film si particulier finalement. Et donc voilà, c'est un film où les situations et les dialogues ne vont jamais arrêter de se répondre en même temps que les personnages. Et ces relations même de personnages vont créer un réseau de correspondance. Et c'est ce qui fait aussi que le scénario est si bon, c'est que tout est. T'as bossé tes mots valises. Hein. Ah ouais, un peu, ouais. Mais voilà, et donc c'est ça, voilà. Et donc c'est des personnages et des destins qui vont aussi se répéter entre les générations, quoi. Tout à fait. Et peut-être en termes de mise en scène, ce que je disais tout à l'heure sur c'est souvent en mouvement en fait le film. D'ailleurs, en intérieur, il va valoriser souvent les panoramiques. Après, on a aussi dans le passage Pommeret des moments en travelling, mais on voit qu'il est quand même plus limité que sur ses autres films. Donc, à mon avis, sortir un dolly, il peut pas le faire non plus tout le temps. Non, c'est. Mais notamment, par exemple, tu vois, ça me fait penser la scène du tout début où on arrive vraiment par. C'est un plan en grue. Hein, Ouais, la voiture de Michel. Et la voiture de Michel. Ça nous fait penser tout de suite à Bout de souffle, tu vois. Donc quelque bien part, sûr, bien sûr. ce film est vraiment très ancré aussi dans le mouvement de la nouvelle vague. Hein. Et en même temps, ça crée un imaginaire entre le cinéma français et le cinéma américain. Du coup, oui, c'est ça. Par le style même vestimentaire il y a les marins américains évidemment, Ah, mais bien il y a le style de Michel qui, voilà. Et ce que moi je voulais rajouter, c'est qu'il y a carrément de l'intertextualité et des références claires à la nouvelle vague, notamment quand, c'est au tout début du film, en tout cas sur sa première partie, quand tu sais, il est au café, il fait face à la mère de Michel, j'ai perdu son nom. La mère Michel. Pardon. C'était extraordinaire comme blague. Et donc la mère de Michel. Elle a retrouvé son chat, mais elle attend Michel pour le coup. Elle attend toujours Michel. Elle peint. C'est vraiment ces dialogues-là dans ce café me font vraiment penser aux dialogues de Prévert. C'est un truc de fou. Mais d'ailleurs, ils sont hyper descriptifs. En fait, ça permet aux spectateurs. Je me suis perdu sur la Vas-y, pardon, excuse-moi. Et à un moment, on lui demande pourquoi il est à moitié en dépression et pourquoi il a envie de partir. Et il raconte juste que il a plus d'amis à voir et notamment son dernier ami vient de se faire buter. Il l'appelle Poicard et Poicard étant Michel Poicard, dont Jean-Paul Belmondo dans Un bout de souffle. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment même des jeux quoi, de références entre les films de la nouvelle vague. Puis il y a plusieurs hommages. Il y a déjà un hommage à Max Ophuls au début. Oui, c'est Max. Au début du film. C'est moi. Des références à Lola Montes, des influences de Bresson, voilà, etc. Donc c'est vraiment un film qui s'ancre un peu aussi dans son époque et aussi dans la jeunesse de Demy et des gens qui l'entourent, quoi. Donc c'est ce qui le rend tout aussi passionnant, quoi. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le montage, les personnages, peut-être qu'on J'y reviendrai dans mon musique, analyse de peut-être aussi. séquence. La musique, c'est toi. Oui. L'expert en musicologie, c'est toi. Donc là, tu vas me faire maintenant une thèse orale sur la première collaboration avec Michel Legrand. Non, mais bon, déjà la musique, elle va structurer le récit. Elle va créer des effets d'annonce, de rappel. Il y a un thème musical qui accompagne les relations entre Lola et Cassard. Il y a déjà le thème de Roland Cassard qu'on va retrouver dans les Parapluies de Cherbourg. Et donc c'est déjà quelque chose d'intéressant de voir qu'il a travaillé le thème de son personnage et chaque personnage a son thème. Il y a même une continuité à travers la musique. Oui, c'est ça, exactement. C'est très spécifique ça. Il y a quand même pas beaucoup d'œuvres de réalisateurs bien sûr, ou de réalisatrices qui ont ça. Hein. Qui anticipent à ce point et qui ancrent leur cinématographie dans un monde à part entière. Et voilà. Et bon, là, à la différence près que Cassard ne chante pas par manque de budget, mais voilà, c'est marrant aussi de voir que dans les Parapluies de Cherbourg, je le vois pas chanter en même temps Cassard. Hein. Il le fait dans les Parapluies de Cherbourg. Mais... Ah oui, mais il le fait plus tard. Oui, mais il est tellement mélancolique dans les Parapluies, c'est autre chose après. C'est vrai, il est en meilleure posture, quoique. Mais voilà, donc c'est ce qui crée un terrain aussi, un terrain intéressant du côté musical. Puis on va avoir la chanson de Lola, qui est écrite par Agnès Varda, qui est un moment clé et proche du musical aussi. Hein. Voilà, c'est de la comédie, c'est vraiment un hommage à la comédie musicale pour le coup américaine. Et voilà. Et puis après, on a une bande sonore qui va mêler Ludwig van Beethoven et le jazz de Michel Legrand. Donc c'est très même éclectique hein, comme bande son. Et voilà, donc
Donc on a tout ça, et donc déjà, on le disait tout à l'heure, une influence américaine qui est visible en fait dès l'arrivée du personnage de Michel, qui est presque costumé comme un cow-boy et qui va se distiller à travers tout le film, quoi. Oui, bien sûr, parce que bon, il fait référence aussi, ce personnage de Michel, aux marins et en tout cas aux soldats américains que Jacques Demy a côtoyés dans son enfance et son adolescence, qui sont restés après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a énormément de bases maritimes qui sont construites de Saint-Nazaire à Nantes. Il y a une présence, je crois, qui va jusque aux années 60-65. Ah bah c'est De Gaulle qui... Ouais, c'est ça, c'est De Gaulle. Qui vire les ricains ça doit être à la fin des années 50 qu'il doit avoir un décret ou des lois qui passent pour... Je me demande si c'est pas début 60. Je m'étais renseigné, je crois que c'est à peu près ça. C'est jusqu'en 65 vraiment qu'il y a une forte présence c'est quand De Gaulle arrive au pouvoir globalement. De militaires ou tout simplement de marins américains. Donc, ils là, avaient des bases américaines comme c'est le cas en Italie, en Espagne. Voilà, mais même à Châteauroux, il y avait une énorme présence, une énorme base militaire américaine jusqu'au début des années 60. Mais tout ça pour dire que oui, ça... on les reverra dans Les Demoiselles de Rochefort, par exemple, ces personnages de marins américains. Oui, puis même dans Les Parapluies de Cherbourg, même si c'est souvent hors champ finalement. Ouais. Mais oui, il y a le bateau, le port, les marins et le champ. On l'a dit, c'est matriciel dans le cinéma de Jacques Demy. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver au moins dans ces 2 prochains films, si ce n'est plus. Donc voilà, et puis même après, on en parlera dans les prochains épisodes, mais il va tourner à Los Angeles, et quand il parle de Los Angeles, c'est la ville portuaire, en tout cas la ville proche de l'eau, la plus proche aussi du cinéma. Et donc c'était un peu son fantasme absolu, et voilà, il est vraiment matrixé par les ports, le pauvre. Mais moi, je trouve ça beau et romantique. C'est beau. Après, moi, j'ai vécu à Bordeaux très longtemps, et je suis moins matrixé que lui par le port. Mais j'adore l'eau et la plage, donc je le comprends un peu. On attend ton œuvre, du coup, l'équivalence de celle de Jacques Demy, mais dans la ville de Bordeaux. Ce sera pas le sabotier du Val de Loire. Du Val de Loire, ce sera le surfeur de Lacanau. On mettra. Ça fait un peu plus beau. Tout à fait. On passe sur les analyses. Passons aux analyses de séquence. Allez, à tout de suite. Hey, where did you learn to drive, cowboy? Listen, when do you get your license? Et donc, les analyses de séquences, on a décidé de vous parler de 2 séquences, donc on va dire un peu singulières du film. Et donc pour vous expliquer un peu la genèse de ces 2 séquences, donc on va vous parler donc évidemment de la scénographie, donc de la seule séquence chantée, donc le chant de Lola, la chanson de Lola, et donc la séquence chantée. Et moi je vais vous en parler sous l'angle de l'hommage au musical et aussi de la mise en valeur du personnage de Lola. Et toi tu parleras de la fête foraine. Donc pour vous expliquer un peu la façon dont arrivent ces 2 séquences. Le film commence, on vous l'a dit, avec l'arrivée de Michel, qui, vous venez de l'entendre, bouscule presque les marins américains. Et le personnage de Frankie. De Frankie. Et donc il parle de cow-boy d'ailleurs. et puis ensuite on va suivre donc Roland Cassard, Frankie couche avec Lola, Cassard est amoureux de Lola. Mais ce n'est pas réciproque. Parce que Lola attend Michel. Michel est arrivé au début du film, mais les deux ne se croisent pas, et donc Lola croit désespérément que Michel est très très loin alors qu'il est juste à côté. Il vient d'arriver, de rentrer, et il a l'air extrêmement fortuné. Il faut dire que Lola donc travaille dans un cabaret, on vous l'a dit même tout à l'heure, et c'est un cabaret qui du coup est très fréquenté par les marins américains. Il y a même des tendances à la prostitution, je dirais. Enfin, c'est pas, on n'y est pas totalement, mais c'est lent. En tout cas, ils y vont clairement pour coucher. Voilà, c'est ça. Pour s'amuser, pour danser, mais pour coucher. Et tant mieux, la prostitution était légale en France à l'époque en tout cas. Et du coup, les deux, Lola et Frankie couchent ensemble et se voient à plusieurs reprises. Et elle, Lola, est hyper volatile en fait dans le film. On la voit aller, venir, et notamment dans ce cabaret. Et elle arrive donc dans ce cabaret au moment de la séquence dont je vais vous parler. Et donc, elle fait un peu le tour des filles avec lesquelles elle a des liens. On voit qu'elle est au centre du plan, on voit qu'elle est
qu'elle est au centre de l'espace en fait, et elle occupe le cabaret. C'est la personnalité la plus solaire de toutes ses collègues. On parle aussi de la possibilité de quitter Nantes pour Marseille, mais elles refusent un peu toutes parce qu'elles ont toutes quelque chose à faire. Certaines partent à Paris, d'autres n'ont pas envie de se retrouver dans un bourbier, etc. On le comprend en tout cas comme ça. Et puis Lola se décide donc à répéter son numéro, et c'est la séquence qu'on va vous passer tout de suite. C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages désommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire sans tenir là, c'est moi, c'est Lola. Celle qui dit, v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virevolter. Mais, quand elle met Lola, quand elle leur dit, ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi Lola. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées, d'espoir si vous les saviez, un énorme espoir insensé. Celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra, entre 1000, entre 100 ou 3, à qui elle dira, toi, 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 c'est moi Lola. Quel œil? Quoi? Et donc voilà, Lola qui est en train de chanter donc la chanson qui arrive un peu au milieu du film, hein, donc la seule chanson de comédie musicale et dansée donc du film. Donc je vous l'ai dit, moi je voulais aborder plutôt l'angle de la façon dont va filmer Demy en en utilisant les codes du musical et en filmant Lola d'une façon à la mettre en valeur, mais pas forcément à la sexualiser. Pour commencer, du coup on retrouve Lola dans le cabaret, je vous l'ai dit, elle est au centre du plan dans un premier temps, et donc elle va discuter avec ses collègues. Les discussions permettent de rajouter un peu de contexte aussi au personnage de Lola. C'est de cette façon aussi que le spectateur en apprend un peu plus sur elle. Notamment, il y a cette phrase que je trouve magnifique quand une de ses collègues lui demande si elle aime Frankie, donc le marin américain avec qui elle couche. Et elle répond « On n'aime qu'une fois, pour moi c'est déjà fait », en refaisant référence à Michel. Donc on comprend qu'elle aime et qu'elle attend Michel. Frankie et Roland donc ne sont ou ne seront que des distractions, ce qui renforce cette impression de positivité et de légèreté au-dessus du personnage de Lola. Je suis un peu dur avec Roland parce que elle le voit plutôt comme un ami, et un ami cher en fait, hein, et elle a beaucoup de respect pour elle. Elle manque pas de respect à ces hommes-là, c'est vraiment et qu'elle ne les aime pas et qu'elle a le droit, et c'est aussi sa liberté à elle, quoi. Donc on va aussi parler ensuite des marins. On introduit déjà la future destination de Cherbourg, beaucoup. L'un des prochains films donc, de Demy, on l'a dit tout à l'heure, en soulignant que les marins donc, vont s'arrêter là-bas après être passés à Nantes. Puis on parle du rouge à lèvres, les autres femmes sont au service de Lola, elles lui prêtent leur maquillage. Au service, non, elles sont pas au service, t'abuses un peu. Non, c'est pour renforcer le c'est fait ses collègues un petit peu. Donc, oui, mais c'est pour renforcer l'effet qu'elle est au centre de l'attention. Oui, effectivement. Quoi, voilà. Effectivement. En fait, elle demande un truc. C'est la vedette, vedette, tout simplement, c'est la vedette, de l'établissement. Oui. Et puis la patronne va introduire la destination de Marseille, ce qui est un moyen, donc on l'a dit tout à l'heure, pour les femmes de s'échapper de Nantes. Elle semble vraiment coincée ici, mais on verra plus tard que l'occasion de partir de la ville va être un réel enjeu pour chacun des personnages, un enjeu qui, à travers le cinéma français, donc on vous l'a dit, revient régulièrement lorsqu'il s'agit des personnages provinciaux. Et je vous avais cité Partir un jour, enfin Leurs enfants après eux, mais je peux aussi vous citer Partir un jour ou L'amour ouf, les films qui ont de qualité, on va dire, différentes, mais qui traitent de ces situations-là. Toi, t'es un fan de L'amour ouf, je sais. Mais justement, t'aimes comme un ouf, donc c'est normal. Mais justement, en fait, la situation en fait, semble leur convenir. Aucune d'entre elles ne semble être disponible, et surtout pas Lola qui attend Michel, en fait. Et puis voilà, on va parler tenue. On fait référence d'ailleurs à Marilyn Monroe, qui, je pense, est aussi une inspiration pour le personnage de Lola. Et puis elle va évoquer son manque de temps. Et c'est ce que je te disais, la Lola de l'Ange Bleu. C'est oui, vraiment c'est ça, la référence principale finalement du film. Exactement, oui, c'est vrai que tu l'as du personnage. Et donc voilà, on va lui dire, elle dit j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire, et donc ce à quoi on va lui répondre forcément,
Ce qui souligne aussi la légèreté et la volatilité en fait du personnage de Lola. Elle va le prendre à moitié comme un reproche, elle va dire mais pourquoi et en fait, elle va passer immédiatement à sa répétition. Et en fait, tout ce qui se joue autour de Lola semble déjà en fait être un ballet, ce qui rend le film extrêmement novateur, d'ailleurs, aimable et moderne. Moi, j'avais noté. Et Demy, il va également jouer avec les mots d'ailleurs, en nous rappelant d'autres cinéastes de la nouvelle vague, notamment moi j'ai pensé à Godard, mais par exemple quand elle dit qu'est-ce que tu fais à une de ses collègues et qu'elle répond j'enfile des perles, voilà, en enfilant des perles, voilà, c'est un trait d'humour et en même temps c'est un jeu de mots. Voilà, Il y a une désinvolture des fois Bien sûr, dans le film qui peut faire penser effectivement au début de carrière de Godard. Oui. Exactement. Et puis donc voilà, Lola va répéter. Et la musique se lance, on se plonge directement dans le style de Legrand, hein, on y reconnaît son attrait pour le jazz, la variété française et surtout l'easy listening. Le titre, il est facile à fredonner, il est entraînant, quoi. Ce qui semble étonnant dans cette séquence, c'est notamment la façon dont Lola, elle va casser quasiment le 4e mur. Pour moi, on sent qu'elle sait qu'il y a une caméra, elle va même, j'ai l'impression, jouer avec. Elle nous regarde avec intensité, elle joue avec nous, elle roule des yeux, on est absorbé par sa beauté, enfin par la beauté d'Anouk Aimé, quoi, et surtout son sourire. Et en fait, Demy va jouer avec la profondeur de champ. D'ailleurs, Lola, elle est certes au centre du cadre en permanence, mais on s'éloigne et puis on se rapproche d'elle comme si en fait on dansait presque avec elle. Et lorsque son visage se rapproche de l'objectif, on est happé en fait par le regard d'Anouk Aimé. Il a même pas peur que l'on voit la resynchronisation du chant en fait. Il assume totalement. Ce qu'il importe lui, c'est que le spectateur se sente submergé par la beauté et du regard de son personnage, quoi. Et lorsque le chant en fait laisse la place à la musique, en revanche, c'est l'occasion pour lui de filmer un plan d'ensemble de la pièce, un plan parfaitement équilibré où Lola va danser et elle est entourée de femmes du cabaret. On la regarde ou pas. Et elle est là et elle danse et et quand on la voit danser, on va pas non plus sexualiser son corps, à l'excès en tout cas. Évidemment en dehors de sa tenue qui est un combat sans rôle, quoi. Rare dans la nouvelle vague française. Oui, rare dans la nouvelle vague Vraiment française. rare. Et donc ce qui intéresse Demy, c'est plutôt en fait le regard que le corps pour moi. Il sait en fait ce qui fait le charme de son actrice. Et de son personnage, c'est plutôt ce qu'elle va embarquer chez le spectateur, ce qu'elle emporte. En fait, c'est la façon dont elle va emporter le film, quoi. Oui, on voit qu'il y a une horizontalité dans le regard. Bien sûr, pas forcément un réalisateur, un créateur qui regarderait sa muse, quoi. Exactement. Et en fait, il sait que c'est plus du coup par la caractérisation de son personnage et son charisme que par son corps et sa sexualisation qui va qui va aller chercher l'intérêt du spectateur en tout cas. Donc il va raccorder systématiquement sur le visage d'ailleurs, ce sont même les yeux de Lola qui semblent, je l'ai dit tout à l'heure, guider la caméra du réalisateur. Et puis voilà, et puis ensuite il y a les paroles surtout qui viennent renforcer l'image qu'on nous donne de Lola, celle d'une femme insaisissable, inatteignable. C'est elle qui joue avec nous. Elle nous fait espérer, elle nous séduit en fait pour s'arrêter là. Elle le dit d'ailleurs, c'est elle Lola qui est capable de dire stop à un homme qui irait trop loin ou qui ne respecterait pas son consentement. Et on rappelle, Lola étant un nom de scène. Oui, en plus. On parle d'une fabrication de personnage. Hein. Exactement. Et en bref, voilà, en fait, elle fait ce qu'elle veut de son corps et c'est ce que veut nous montrer Demy. Et en ça, on annonce ce qui va suivre, les destinées des personnages de Cassard et Francky, peut-être moins celle de Lola, cependant, qui va finir finalement avec Michel. Voilà, c'est peut-être le côté un peu moins moderne du film. Mais encore une fois, qui a contrasté quand tu connais la suite. Bien sûr, exactement. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais voilà, et donc voilà. Et sur la mise en scène en elle-même, on voit comment Demy se rapproprie les codes du musical, donc la façon dont il va les utiliser. Déjà, il va trouver un prétexte scénaristique pour faire chanter son personnage, même si après, on va dire dans le futur, il va se détourner de ces codes-là. Mais bien sûr. Dans ses mais futurs il fait films. tout ça en 1960 dans un bar à Nantes. Hein. Exactement. Voilà. Il faut quand même le noter, c'est quand même assez sidérant, quoi. Il n'y a pas d'argent, il est fauché, il est dans une petite ville française et il arrive quand même. Tout à fait. Ouais. À développer un imaginaire et en même temps quelque part aussi à faire une relecture de grands films de studio américains. C'est ça, exactement. Et bon, j'ai parlé des yeux qui guidaient la caméra, mais finalement c'est presque la musique qui va guider les mouvements des personnages qui eux vont guider un peu la caméra. Donc c'est ça aussi, c'est un code très fort du musical à l'américaine. Et enfin, les personnages doivent laisser transparaître leur caractère et leurs émotions à travers chaque moment musical, et ce qui est bien le cas ici parce que Lola en fait va parler de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie, etc. Et donc voilà, donc c'est trois codes assez primordiaux dans on va dire la comédie musicale américaine que Demy a analysé et réutilise
En tout cas, malgré lui, ou je pense qu'il a travaillé ça de son côté, mais voilà, j'ai trouvé ça du coup intéressant dans cette séquence. Donc à travers le personnage de Lola et du coup les codes empruntés à la comédie musicale américaine malgré le manque de budget, de réussir à créer en fait cette ambiance-là de séquences chantées et dansées, parce qu'elle danse aussi. Bien sûr, c'est une merveille cette scène. Oui, elle est exceptionnelle. Et puis du coup des paroles écrites par Agnès Varda. Peut-être que le personnage a été aussi un peu possiblement inspiré, oui, c'est sûr. Donc voilà, c'était tout pour cette séquence. C'est une fine analyse. Je te donne le bâton de parole, Maxime. Merci pour ce talent d'analyse. Ça risque d'être un petit peu plus succinct de mon côté. Moi, je vais parler, donc, pour contextualiser, de cette séquence de fête foraine qui est une séquence vraiment importante du film qui advient, on va dire, dans la trame narrative de la jeune Cécile, qui vit chez sa mère, qui est assez rigide et autoritaire, Madame Desnoyers, donc qui est une ancienne danseuse qui a laissé totalement tomber ses pensées, ses idéaux, on va dire, libertaires de jeunesse, et qui éduque sa fille avec une certaine sévérité. Et donc Cécile, à un moment, rencontre le personnage de Francky en allant chercher le magazine Météore dans un petit tabac-presse en bas de chez elle. Et Francky va complètement, par hasard, je crois le jour suivant, passer devant son collège. C'est le jour de ses 14 ans, cette petite adolescente. Et donc, avec Jackie, ils vont aller fêter ses 14 ans à la fête foraine. Adieu, Cécile. Je ne vous reverrai plus. Un jour, si tu viens à Chicago. C'est triste. Je prends le train tout à l'heure avec eux. Ce soir, je serai à Saint-Nazaire. Dimanche, à Cherbourg. Après, en Amérique. J'ai comme une grande peine de vous quitter. Adieu, petite fille. Goodbye, Frankie.
Donc vous venez d'entendre cette petite virgule de présentation Cette de la séquence séquence. même. Cette séquence, vous l'avez entendue entièrement. On ne sait pas si on la laissera telle qu'elle, en tout cas. Enfin, nous, on l'a entendu entièrement. Je Nous, on sais l'a pas entendu si vous entièrement. l'entière- Vous, on ne sait pas vraiment si vous l'entendrez on entièrement. va pas vous l'écourter. En tout cas, où est-ce qu'elle est intéressante cette séquence? Elle est intéressante parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que le fameux Frankie, donc qui couche aussi avec Lola. Avec Lola. Et Lola, son nom, comme on l'a dit, c'est Cécile. Donc quelque part, cette séquence illustre ce que Lola a vécu quand elle était plus jeune avec Michel. Et pour revenir du coup dans le présent de l'histoire, Francky, qui vit ça avec la petite Cécile de 14 ans, lui a la vingtaine. Donc quand on regarde ça avec nos yeux de contemporains, effectivement, ça peut paraître quand même vraiment problématique d'un point de vue de la morale. Le choix que fait Demy, c'est tout simplement de focaliser ça du point de vue de l'adolescente, donc de Cécile. Pourquoi il choisit la fête foraine? Parce que tout simplement, je pense que la fête foraine, c'est le rapport de l'enfance qui va donc être en contradiction avec ce qui va arriver dans la séquence, à savoir le déclenchement d'un désir chez la petite Cécile envers ce marin américain. Donc, pour vous décrire concrètement la scène, on a affaire tout d'abord, après le dialogue, donc quand ils arrivent à la fête foraine, à des travelling qui vont être assez modernes, étant donné que ça va même être embarqué un moment dans une auto tamponneuse. Oui, c'est donc vrai. l'auto-tamponneuse, on peut voir ça comme une forme d'instabilité émotionnelle, un remous un peu sentimental qui s'installe chez cette jeune adolescente. Demy va même utiliser un autre manège qui est un manège plutôt circulaire cette fois, qui est, vous savez, un peu la chenille qu'on trouve qui va toute berzingue de Oui, manière. oui, c'est les manèges, oui, je vois très bien. Tu vois très bien. Vous voyez très bien. Après, j'ai vu le film, donc peut-être c'est plus facile. de Oui, voir. c'est peut-être plus facile, mais en Mais tout cas, qu'est-ce que j'adorais ça si quand vous j'étais êtes déjà là en petit, fête foraine, bon, la chenille, vous voyez tout ce que Ouais. c'est. Donc, par là, Demy va illustrer quelque part la vitesse de l'euphorie et de l'élan lié au sentiment de la jeune fille et du début de l'émoi amoureux, tout simplement. Il va mettre sa caméra carrément en fait dans un des fauteuils en fait du manège, et donc la caméra va initier en pleine vitesse pendant que le manège est en train de défiler un mouvement de basculement qui va filmer les personnages en plan assez resserré. Voilà, l'effet de basculement aussi indique quelque part une attraction de Cécile envers le personnage de Francky. À noter qu'on est focalisé, comme je l'ai dit, sur le point de vue de Cécile, et donc on n'a jamais dans la scène un geste Déplacé, de la part de Francky. Francky est vraiment en réalité d'une innocence pure. En fait, il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est que la première fois où ils se rencontrent, il lui raconte que Cécile lui fait penser à sa propre sœur. Et du coup, lui, il la voit vraiment comme une sa petite sœur. comme sa petite sœur. Ouais. Oui, mais bon, ce que je te disais moi en off, c'est que finalement, il est aussi totalement déconnecté de l'effet qu'il Bien sûr, peut ça, avoir oui. sur du coup cette jeune adolescente. Et c'est peut-être là aussi la vraie problématique que Jacques Demy aborde pas, parce que tout simplement, il veut pas en faire son sujet. Parce que bon, cette relation, encore une fois, nous paraît totalement bizarre aujourd'hui, mais il faut vraiment se dire que dans le contexte d'après-guerre et jusqu'aux années 60, c'est quelque chose d'assez normalisé. Pas forcément rejeté par une forme de morale. Donc c'est même des choses que Jacques Demy a vu lui-même à la sortie de la guerre. Ces adolescentes qui idéalisaient totalement ce qu'était l'Amérique, et donc T'as dit 60, mais 70, après, il y a la libération sexuelle qui permet aussi à des gens non, mais d'en bien sûr, profiter. mais je oui. disais spécifiquement dans notre récit qui nous intéresse là, donc à savoir les villes portuaires comme Nantes, qui avaient une présence américaine forte et des marins un peu partout. C'est des choses malheureusement qui arrivaient régulièrement, et donc le personnage de Francky, l'acteur qui est britannique, j'ai regardé à 20-21 ans pendant le tournage.
Donc il y a quand même un écart d'âge assez important. Lui est majeur, elle est totalement mineure encore. Donc effectivement, ça paraît totalement Oui, et anachronique, puis la quoi, quelque majorité part. était à 21 ans à l'époque. Et puis la majorité est à 21 ans, effectivement, à l'époque. Donc elle est quand même très loin de sa majorité. Et puis, en l'occurrence, faut se rappeler que le mariage chez les adolescentes était autorisé à l'époque, à 15 ans. Ah oui. Donc bon, on est quand même dans une autre époque. Mais pour vous reparler à proprement parler, enfin pour reparler pardon de la séquence, on a une deuxième partie ensuite, ce que j'ai pas expliqué, pardon. Je me reprends. Cette première partie, donc dans les manèges, donc qui est vraiment là pour illustrer les tumultes amoureux de la jeune Cécile, sont soutenus également par une rapidité dans le montage. Pour la toute première fois dans le film, on n'a vraiment pas des plans, des travelling qui prennent le temps, mais vraiment un montage vraiment assez cut. Avec un vrai dynamisme, ce qui ce qui nous installe et ce qui nous fait ressentir un petit peu les palpitations de l'adolescente. Et on va vraiment avoir une coupe brutale, c'est-à-dire qu'à la fin du manège de cette fameuse chenille, tout suspend. On a un réarrangement du thème de Michel Legrand et par petites touches. Et donc là, c'est des ralentis qui vont se succéder. Et on va les voir courir au milieu de la foule. Francky qui va prendre dans ses bras la jeune Cécile. Et on a une séquence extrêmement naïve et candide, qui ressemble un petit peu finalement aussi au cinéma de Jacques Demy. Une certaine innocence qui se dégage de ça. Et pour voir aussi, pour ressentir à quel point ce moment est important dans la vie, notamment de Cécile, et va rester ancré. Et pour qu'on comprenne également en miroir ce que Lola a vécu avec Michel lors de leur première rencontre quelques années auparavant. C'est ce fameux moment suspendu dans le temps va être tout de suite arrêté par un retour quelque part au réel, c'est-à-dire on revoit les gens passer au premier plan la musique s'arrête pas tout de suite, mais par contre elle baisse radicalement en termes de volume et tout de suite un discours d'adieu s'installe. Francky annonce du coup au personnage de Cécile qui va bientôt partir pour Cherbourg et ensuite rejoindre les États-Unis et donc on a quelque part un peu la matrice de la vision, on va dire, de l'amour chez Jacques Demy, à savoir un lyrisme dans le sentiment amoureux qui va se solder la plupart du temps par un tragique de l'adieu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette séquence, qui est une séquence qui dénote pas mal quand même avec le reste du film. Oui, c'est sûr, ça a dû coûter de l'argent, je pense. C'est une des séquences et ça a été tourné à La Baule. Parce qu'ils ont vraiment tourné dans une vraie fête foraine, avec des non-acteurs tout simplement. Ok, d'accord. Tu vois, je l'ignorais. Oui, donc c'est une des séquences les plus notables du film. C'est vrai que moi je la trouve hyper moderne dans l'aspect. Tu as parlé des plans dans le manège. On parlait du ralenti tout à l'heure en off. C'était peut-être pas si moderne que ça, mais moi je m'y attendais pas en fait dans ce film un peu fauché de l'époque en tout cas. Non, c'est une séquence hyper intéressante. Après, c'est vrai qu'il y a cette question-là qui est, on va dire aujourd'hui, qui paraît comme soit gênante, soit mal abordée ou mal traitée. Après, est-ce qu'il en a voulu faire son sujet? Je sais pas, peut-être que ça aurait peut-être mérité, mais en effet, mine de rien, les soldats américains, c'était exotique quoi aussi à l'époque, donc c'était aussi un fantasme. Mais en fait, c'est totalement crédible que cette scène arrive. C'est juste que par le prisme de l'idéalisation quelque part, de ce début des mois, cette émulation des mois, il occulte totalement le comportement un petit peu problématique du personnage masculin qui, rappelons-le encore une fois, est adulte et majeur. Oui, ça c'est sûr. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, en effet, il y a ce truc. Moi, je trouve que c'est fait. En fait, on se pose la question, mais c'est fait avec assez de finesse pour que ça soit pas non plus
ça nous sorte pas du film totalement et que ça soit pas non Oui, plus. oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, je trouve c'est pas aussi. Et puis peut-être que c'est une façon de le dénoncer aussi, hein, je sais pas. Hein. Non. Je l'ai jamais vu d'interview de lui qui en parle en fait expressément. En tout cas, la manière dont c'est tourné, à aucun moment il prend à bras le corps ce sujet-là pour Non, bien sûr, mais. en énoncer ou en tout cas en montrer son côté problématique. Oui. Lui, il va plus du C'était côté de la peut-être poésie. aussi plus admis aussi à l'époque, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Non, mais tout à fait. Mais ce qui, quand même, finalement, comment dire, contrebalance vis-à-vis de la modernité du personnage d'Anouk Aimé, tu vois. Oui, ça c'est sûr que ça contrebalance bien, mais une fois. Après, voilà, il y a à la fin le personnage d'Anouk Aimé, elle attend son mari et puis le mec Elle arrive. se conforme à une vie voilà, c'est finalement ça. tout à fait attendue. Une fois, on en reparlera peut-être dans Model Shop, mais oui, voilà, c'est ça aussi la différence. Et mais, on apprend que le fameux personnage de l'adolescente, donc de la petite Cécile, va partir à Cherbourg. Oui, c'est vrai. À la oui, fin du ça- film. Donc quelque part, elle aussi part. Je pense Parce que sa pas- mère a de la famille à Cherbourg et Cassard aussi, je crois, il compte partir à Cherbourg, il me semble, je sais plus. Il me semble, Madame Desnoyers, on apprend à la fin du film que son mari. Oui, elle a de la famille. Ou... Non, son mari et son beau-frère, en fait. Je crois qu'on Ok, apprend d'accord. ça. En tout cas, on apprend un espèce de bouleversement qui est caché en fait à sa fille et elle perd totalement le contrôle de son enfant à la fin qui décide, enfin vous imaginez à 14 ans partir pour un marin américain de Oui. 20 à 25 ans et faire 300 km pour aller le retrouver. On ne sait pas du tout ce qui va advenir de cette petite, mais en tout cas voilà, le récit nous laisse un petit peu en suspens sur ces questions-là. Et puis Ouais. si le personnage de Roland Cassard, lui, en fait, il prend le billet pour aller à Johannesburg. Je Oui, crois. c'est ça, ouais. Mais encore une fois, voilà, comme il y a un peu de. Tu dis qu'en effet, le marin, enfin, Francky, se responsabilise pas assez vis-à-vis de l'image qu'il donne. Et à la fois, je trouve qu'il y a cette En espèce demi, de. le note pas en fait. Oui, Parce voilà, que c'est quelque ça. part, je peux comprendre que dans la tête d'un Américain de 20-21 ans à l'époque, Oui, oui. il n'y ait aucune prise de conscience vis-à-vis d'une confusion qu'il peut avoir, ou en tout cas d'une confusion ou d'une dangerosité aussi vis-à-vis c'est de ça, l'écart d'âge. ouais. Mais par contre, que Jacques Demy, bon voilà, Oui, c'est vrai qu'il aurait l'aborde pu. pas du tout, tu vois. C'est quand même. C'est vrai que aujourd'hui c'est surprenant. Enfin, Non, mais je pense que ça ouais, gêne bien un sûr. peu tout le monde, même si au début j'ai dit que ça gênait pas, finalement ça gêne peut-être un peu. Mais voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette séquence? Non, sur cette séquence, absolument pas. Je pense qu'on peut. Eh bien, passons à la clôturer. suite. Passons à la suite. Quelle heure est-il 7h30. Faut que je me sauve. J'ai rendez-vous à 8h. Avec Francky? Non, un ami d'enfance, un type que j'ai pas vu depuis 15 ans. Je l'ai rencontré dans la rue comme ça, c'est fou. Tu prends bien quelque chose avant de partir. Non, j'ai pas le temps. Au revoir, au revoir. Touche-moi. J'ai lavé mes cheveux, on dirait de la soie. Oh oui. Bye. Est-ce que c'est ce qu'on va se Bye dire bye. tout de suite? Non, mais voilà. Mais ce premier épisode, donc on va le conclure autour donc du coup de la carrière de Jacques Demy. On a parlé de Legrand, on a parlé de Demy, on a parlé de Lola, donc du premier film de Jacques Demy. Je pense qu'on a fait un bon résumé global de ce qu'était déjà son cinéma à l'époque. Une bonne base et on vous invite à regarder le film si Oui. ce n'est pas encore fait. Qui est disponible sur Mubi et MyCanal. C'est ça, si jamais vous suivez la rétrospective et vous comptez nous écouter dans les épisodes qui arrivent, Allez voir les films. Non mais allez voir les films, ça c'est sûr, mais commencez par Lola, déjà c'est une super porte d'entrée. Et puis en plus, ça permet vraiment d'appréhender la suite de son œuvre. C'est pour ça C'est qu'on ça. vous disait à quel point c'était matriciel, à quel point c'était important à la fois dans la nouvelle vague, mais aussi dans l'œuvre de Jacques Demy. Exactement. Et voilà, donc c'était Lola, c'était Jacques Demy, c'était Legrand. Nous, on se retrouve. C'est quoi le prochain épisode? C'est quoi les deux films dont on parlera, La Maxime? Baie des Anges avec Jeanne Moreau et les Rien Parapluies que de ça. Cherbourg. Et les Parapluies de Cherbourg, rien que ça qui est Palme d'Or. Ce qui est quand même un sacré programme Ce qui est pour le un deuxième gros épisode. programme pour un deuxième épisode, mais vous verrez la suite, c'est encore pire. Donc, donc voilà, on a du travail qui nous attend. Nous, on va vous laisser de ce côté-là. On se retrouvera pour les hors-séries de Cannes, du coup. Et non, même on se sera retrouvés déjà pour les hors-séries de Cannes. Normalement, cet épisode devrait sortir après. Mais, mais pour des séances spéciales. Tu maîtrises bien le calendrier, ça Je fait maîtrise bien. plaisir. C'est toi qui maîtrises le calendrier. Moi, je suis un peu à l'ouest là-dessus. Je regarde. J'ai un petit bloc-notes, mais je l'ai pas devant moi. Donc, mais en tout cas, on vous souhaite donc une bonne fin de printemps.
Et un bon début d'été, ça va être notre série d'été, et puis de fin d'année sûrement. Ça va s'étaler pendant un petit temps, étant donné qu'on a décidé d'ouvrir avec 2 nouvelles émissions. Donc on espère que ça vous plaira. On essaye, là vous l'avez peut-être entendu, et Maxence a fait encore plus de travail sur l'habillage sonore. Donc on essaye de s'améliorer, et puis on essaye de vous amener un travail pertinent, de qualité, Oui. parce que c'est Et vraiment plus abouti, notre gros surtout. boulot, c'est les rétrospectives, quoi. Exactement. C'est vraiment notre travail qui nous demande le plus de préparation. Et de temps. Et de temps, vraiment, de recherche aussi. Donc on espère que cet épisode vous a plu, et puis on vous dit à la prochaine, tout simplement. Salut, ciao. Ciao. La semaine dernière, en gain, j'ai gagné pas mal d'argent à la roulette. 5000 francs. Avec ça, tu n'iras pas loin. Voleur! Vous n'êtes que des voleurs! Taisez-vous! Je me tairai si je veux! Ne me touchez pas! Je ne veux pas d'un joueur chez moi. Alors tu me chasses, c'est bien ça. Maintenant. Ne me le dis pas 2 fois. Rien ne va plus. Chaque fois, je me laisse prendre. Mais c'est fini, je jouerai plus. Heureusement que j'avais ma valise, on n'aurait jamais su où mettre tout ça. Tu connais Monte-Carlo? Non. Oh, il faut que tu viennes avec moi. Ce que j'aime justement dans le jeu, c'est cette existence idiote, faite de luxe et de pauvreté. Si je gagnais 100 000 francs, je te jure, je quitterais la table. Après, je rentrerai à Paris. C'est bien ce que je dis, pour un jeton, t'hésiterais pas à faire le trottoir. Oh, tais-toi. Puisque cette passion m'aide à vivre, pourquoi m'en priverais-je? Au nom de qui? De quoi? De quelle morale? Je suis libre.